Gilles est apiculteur dans le Morbihan, si je ne me trompe Oui, pas. Il a été très longtemps président de l'UNAF, tout à fait. je pense. Donc, c'est une personne très engagée pour les apiculteurs et pour la protection des ruchers bretons, en tout cas contre le frelon asiatique. Elle est ici à ce titre, c'est-à-dire qu'il va nous donner des conseils avisés, je l'espère, face à cet ennemi qui est maintenant bien installé ici en Belgique. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Je te connais moins bien que Étienne, mais Oui, mais bon, ça, c'est pas méchant. Ce que je vous propose déjà, tous les gens qui ne sont pas concernés peuvent éteindre leur caméra. Si on focalise et si vous voulez passer avec un écran parce que bon, ça va être un dialogue entre trois personnes, autant focaliser sur les personnes qui parlent, ce sera plus sympa. Éventuellement, vous passez avec en écran intervenant, si vous avez quand même le conférencier en face de vous, c'est plus sympa aussi. Voilà, donc Gilles, donc c'est vrai que j'allais te Étienne? demander de te présenter. C'est vrai qu'ici, on ne te connaît pas bien. C'est vrai qu'en France, tu es un personnage très connu puisque tu étais président de l'UNAF. Et généralement, ça laisse quand même des traces. Mais voilà, donc tu es apiculteur breton. Je te laisse et commençons par ça. Apiculteur breton, j'étais président de l'UNAF. Bon, ça, je dirais, un peu secondaire. Maintenant, notre sujet de préoccupation, c'est le frelon avant tout, hein. Et le frelon, je l'ai suivi, je le suis, disons, déjà depuis plus de 10 ans. Je me suis déplacé dans le sud pour voir comment il se comportait. Et c'est vrai qu'il lui a pas fallu longtemps pour coloniser la France. En 15 ans, il est arrivé partout et tous les pays limitrophes ont eu le droit de le voir venir. En Espagne, il a descendu, il est plus bas que le Portugal. Ils craignent même qu'il passe en Afrique au niveau de Gibraltar parce qu'il vole bien. Il est capable de voler 40 km sans s'arrêter, donc le détroit lui fera pas peur, hein. Il résiste bien. Au début, on a eu beaucoup, je dirais, de choses nous disant, de scientifiques nous disant qu'un hiver froid, il disparaîtrait, une canicule, il disparaîtrait. Il y a tout eu, il n'a jamais disparu et il se reproduit très bien. Donc, faut pas compter sur les éléments naturels pour le mettre en difficulté. Il n'a pas de prédateurs, donc c'est vraiment un gros souci à l'heure actuelle. Un niveau de reproduction très élevé, dissémination très élevée. Chez nous, on a pu constater que le front des frelons, il avançait au départ de son invasion. Il avançait tout seul de 80 km tous les ans. Donc, ça gagne du terrain très vite et il a gagné très vite du terrain, en effet. Donc maintenant, alors, dessus, il y a deux écoles, hein. Il y a une école qui dit dont je fais partie, qu'il faut piéger, il ne faut pas le laisser faire, il ne faut pas subir. Et puis, il y a d'autres qui disent que la nature fera son œuvre et qu'un jour, ça arrivera. Mais un jour, je ne sais pas s'il arrivera, mais entre-temps, on n'aura plus beaucoup de ruches, je crois bien. Donc, moi, j'ai été de ceux qui ont contribué à mettre en place un plan de lutte dans mon département à l'issue de 2014. Parce qu'en 2014, j'avais suivi comme tout le monde à cette époque-là, on suivait un peu les conseils du muséum. Je critique pas le muséum, mais il y a certaines personnes quand même qui, au muséum, ont dit des choses qui n'étaient pas très scientifiques, je dirais. Bon. En 2014, j'ai eu le droit, comme beaucoup d'autres, de voir mes ruches anéanties quasiment avec le frelon. Anéanties pas dans une première attaque, mais par effet indirect. J'avais déjà, parce que en tant qu'apiculteur, je multiplie beaucoup, je fais beaucoup d'essaims l'été venu, moi, au mois d'août, fin juillet, courant août, sauf que c'est le moment où le frelon est bien présent, était bien présent. Et déjà, toutes mes reines, j'ai pas une qui a résisté. Il faut savoir qu'une reine d'abeille, quand elle sort de sa ruche pour se faire féconder, elle met un temps fou avant de se décider à réellement partir. Elle va rester virevoltée devant la ruche pendant 2 à 3 minutes, quasiment autant pour le retour. Alors, je vous dis, s'il y a un frelon dans le coin, il en fait une bouchée, hein, c'est vite fait. Donc, j'ai fait les frais en 2014 et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut essayer d'intervenir pour limiter le nombre de nids. Et en regardant de près, en se posant des questions, en réfléchissant, c'est vrai, qui c'est qui va faire le nid? C'est la reine. Et la reine, à un moment donné, elle est toute seule, elle est vulnérable. Elle est vulnérable, enfin. Tout dépend si on sait faire ce qu'il faut. Donc, vous avez pu voir chez vous arriver donc le frelon, malheureusement. Ce que je dis souvent, c'est que la première année, bon, rares sont ceux qui le voient quand il arrive. La deuxième année, beaucoup disent: ah, je l'ai vu, mais on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. J'en ai vu à côté de mes ruches, mais il m'a pas posé de problème. Et la troisième année, en général, on comprend pas, mais on se fait massacrer avec.
Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas attendre de se faire massacrer. Enfin, quand on s'est fait massacrer, ben après, on réagira plus vite. Mais quand il arrive, vaut mieux, quand on commence à le remarquer, vaut mieux commencer à piéger. Alors, le piégeage, c'est quelque chose qu'il faut être prudent. Il faut être prudent sur le piégeage. Il ne faut pas faire de bêtises. Il ne faut pas piéger n'importe où, n'importe quand, ni n'importe comment. Donc, au début, je ne cache pas on a essuyé les plaintes, on n'a eu personne pour nous renseigner comment intervenir, on s'est débrouillé par nous-mêmes. Alors, c'est vrai que dès la fin de l'hiver, dès le fin février, début mars, on commençait à avoir des reines de frelons, des fondatrices, elles venaient autour des ruches. Bon, on s'est dit, bah, on a envoyé sur les camélias, il faut piéger. Et c'est une erreur. C'est une erreur de commencer à piéger trop tôt. Et avec le temps, disons, on a affiné, moi personnellement, j'ai affiné la période de piégeage et elle se limite, moi je la limite dans mon secteur à peu près à un mois et quelques jours en général. Et j'en attrape beaucoup plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en début de saison, c'est vrai que vous avez pu remarquer chez vous aussi, hier chez moi, il y avait une embellie, le soleil était là. Et puis j'ai vu un gros frelon, enfin pas un gros frelon, un gros bourdon où on peut voir un papillon. C'est pareil. Dès qu'il y a un peu de chaleur, c'est ce genre d'insecte, vous en avez un ou deux qui se réveillent, qui sortent, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont tous réveillés. Il faut laisser faire la nature. Il faut attendre qu'ils soient vraiment réveillés. Et quand on piégeait trop tôt, donc on met un breuvage, soit avec de l'alcool, soit différents types de breuvages, mais ceci, avec le temps, se dégrade. Au bout de quelques jours, le breuvage n'est plus très attractif. Alors, si par chance, au mois de mars, février ou mars, vous avez attrapé un frelon, vous pouvez juste dire par rapport à vos collègues, moi j'en ai attrapé un, mais pour moi, ça ne vaut rien du tout, ça. Il faut attendre le temps que je dis bien, j'insiste, qu'il soit vraiment actif. Et ça, c'est important, parce que quand on attrape au début, un de temps en temps, ce frelon-là va croupir dans le piège, va se décomposer, plus ou moins. Vous allez attraper pas mal de mouches ou d'autres insectes qui vont venir. Votre breuvage va se dégrader et va attirer plutôt, je dirais, des insectes non cibles que les frelons. Votre appât va devenir plutôt, je dirais, un répulsif qu'un attractif. Donc, il faut vraiment attendre, j'insiste, et je vais me répéter plusieurs fois, que le frelon soit vraiment attractif. Et quand est-ce qu'il est attractif, le frelon? C'est quand la température monte. Moi, j'ai remarqué dans mon département, alors chez vous, vous aurez sûrement peut-être des dates différentes. Pour moi, c'est le début avril. Début avril avec la floraison des pruniers. Mais ce n'est pas pour ça que c'est partout pareil. Ce qui est important, vous avez tous sûrement déjà le fait que vous en êtes malheureusement victimes, vous avez déjà dû commencer à remarquer quand est-ce que les fondatrices commencent à faire leur petit nid. Petit nid qu'elles vont faire dans un abri. Petit nid qui au départ a la grosseur d'un œuf de poule. Ça va être là, quand les fondatrices commencent à s'installer, ça va être le moment de piéger. Et là, vous allez piéger pour 5 semaines, voire 6 semaines. Pourquoi pas plus? Pas plus, ça ne servira à rien pour moi. Vous ferez d'énormes dégâts sur d'autres insectes et vous n'aurez plus les fondatrices. Parce qu'il faut savoir que quand la fondatrice fait son nid, quand elle commence dès qu'elle commence son petit nid, elle va commencer à pondre dedans. Et vous aurez une éclosion. L'éclosion, tout va dépendre de la température, mais entre 28 à 30 jours après. Alors bon, disons un mois. Alors, imaginons, on va prendre une date tout simple, imaginons que les frelons commencent à faire leur nid le 1er avril. Globalement, ils commencent à peu près tous quand la température est bonne dans la même semaine, dans le secteur. Donc, si vous savez que ça commence au 1er avril, vous dites, dans un mois, il y aura les premières naissances. Dans un mois, les premières naissances, et en gros, 8-10 jours après la naissance, les jeunes frelons vont commencer à s'activer pour aller chercher les provisions à l'extérieur, pour aller chercher les glucides ou les protéines qu'il faut amener au nid. Donc, et là, votre reine ne sortira plus. Donc, en gros, quand elle commence à pondre, vous avez à peu près 1 mois et 10 jours, 10-15 jours, et vos reines ne sortiront plus. Donc, vous ne pourrez plus intercepter les reines. Et après, ça ne sert plus à grand-chose de piéger. Parce que qu'est-ce que vous attrapez des insectes que vous ne souhaitez pas? Alors si, vous attraperez des ouvrières, mais ça deviendra un coup d'épée dans l'eau. Parce que ça se reproduit tellement vite, ça a tellement une descendance qui grimpe en flèche, que vous attraperez un pourcentage, mais vous n'empêcherez pas les nids de se développer. C'est pour ça que le piégeage, il faut bien définir la date vers laquelle, dans votre secteur, les frelons vont commencer à s'installer, à faire leur petits nids. Et là, il faut sortir les pièges. Alors, c'est vrai que si, imaginons, je dis, c'est le 1er avril, pourquoi pas, ça peut être le 15 comme ça peut être le 20 mars. Hein. Donc, quand vous avez défini la date,
Vous avez repéré, vous avez eu des échos, des collègues vous ont alerté. Ah, j'ai trouvé un petit nid sous une porte-fenêtre, enfin un abri quelconque. Hein. Ça y est, ça commence. Donc là, il faut se préparer. Mais il faut se préparer, mais pas se bousculer pour autant. Imaginons qu'au 1er avril, vous entendez dire ah, un tel a vu un nid, l'autre aussi. Bon, il faut attendre vraiment, si c'est le 1er avril que ça a commencé pour autant, attendez peut-être 2, 3, 4 jours, mais vraiment qu'il y ait un pic de chaleur. Si l'anticyclone commence à gonfler, là, vous attraperez beaucoup de frelons d'un coup. Parce que si vous mettez votre piège, imaginons au 1er avril, et qu'on vous annonce un temps perturbé, une dépression qui arrive et de la pluie, vous mettrez un piège pour rien du tout, parce que là, vous n'aurez pas de frelons si vous avez un temps maussade, un temps pluvieux, venteux. Donc, mettez le piège pour avoir le meilleur breuvage, le plus frais, dès lors que l'anticyclone va regonfler. Donc, vous avez la date d'installation du frelon, vous attendez le moment opportun que l'anticyclone commence à gonfler, et là, vous mettez votre piège en place. Alors, vous le mettez où? Vous pouvez le mettre, moi je le mets quasiment systématiquement sur un rucher de 15-20 ruches, je ne m'embête pas, je ne mets qu'un piège. Je mets un piège entre 2 ruches, l'entrée du piège est à peu près à la hauteur de la planche d'envol, et c'est là que j'en attrape beaucoup. Mais il y a aussi d'autres végétaux qui sont très intéressants, parce que comme vous savez, le frelon, les fondatrices, elles, c'est des glucides qui les intéressent. Le carburant du frelon, si on peut parler ainsi, des adultes, c'est des glucides. Donc, elles sont à la recherche de glucides. Elles vont se tourner vers les ruches, certes, parce qu'on les voit rentrer dans les ruches un peu discrètement. Elles rentrent elles vont chercher sur les câtes de rive du miel. On les voit rentrer par le bord et les bords extérieurs. Elles rentrent discrètement, elles n'importunent pas les abeilles en général. Et 5-10 minutes après, on la voit ressortir et bon, elle a dû faire le plein de miel et c'est bon. Mais par contre, elles font la même chose sur les fleurs. Elles vont sur les fleurs chercher du nectar. Ce sont des butineuses aussi, elles vont chercher du nectar. Alors, il y a des végétaux sur lesquels elles vont beaucoup plus. Il y a par exemple une plante que moi je cite, un arbuste qui est un peu rampant, qui est le Cotoneaster horizontalis, qui lui va fleurir par chez moi vers la mi-avril. Mais là, c'est un arbuste qui est attractif pour les abeilles, les bourdons, un peu pour tout le monde, très attractif. Mais là-dedans, quand il est en fleurs et que l'anticyclone est là, qu'il y a une bonne chaleur, on en attrape plein. Moi, je me suis vu attraper dans une même journée dans un piège 38 fondatrices. Et le lendemain, quasiment autant. Donc, c'est vraiment une plante qui est très attractive. Si par chez vous, il y a ça. Alors, il y a d'autres plantes, d'autres arbres, comme le prunier, quand il est en fleurs, il est très attractif. Certains pommiers le sont, d'autres le sont moins. Ça dépend, il faut trouver le bon arbre. C'est pour ça que le piégeage est important, parce que pour ne pas faire de dégâts, beaucoup de nos détracteurs disent vous faites beaucoup de dégâts. Il arrive, oui, qu'on prend des insectes qu'on ne voudrait pas. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Si vous mettez votre piège dans un arbre en fleurs et que c'est un arbre qui n'attire pas beaucoup de frelons, si vous n'avez qu'un de temps en temps, et beaucoup d'autres insectes, vaut mieux déplacer votre piège. On n'est pas là pour remplacer le frelon et faire des dégâts à sa place. On est vraiment là pour attraper des frelons. Et je dirais, quand le frelon il rentre dans le piège, quand c'est la bonne période, il devient attractif par lui-même. Moi, j'utilise un piège qui est le piège cloche, qui est un piège, le piège à guêpe. Et c'est vrai qu'il faut faire attention, mais bien mis à la bonne date et au bon endroit et à la bonne température. Vous avez plusieurs frelons qui rentrent dedans, les frelons tournent et eux-mêmes font un peu le rôle d'appelant, attirent d'autres frelons qui tournent autour et cherchent et trouvent vite fait par où ils sont rentrés. Par contre, quand vous en avez plusieurs frelons qui tournent dedans, eux aussi font office de répulsif pour les autres insectes. Les autres insectes ne sont pas fous, ils voient un peu, je dirais, le diable en face d'eux, donc ils ne vont pas aller se jeter comme ça dans la gueule du loup. Donc c'est très intéressant, mais j'insiste sur les bonnes températures à la bonne date. Par contre, on a un gros souci, le frelon le frelon asiatique est avant tout citadin. Il se reproduit beaucoup, beaucoup plus en ville. C'est impressionnant le nombre de nids en ville ou dans la périphérie des villes. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le frelon, la fondatrice, c'est des glucides qu'elle recherche. Mais elle recherche aussi un abri. Parce que le nid fait par la reine ne résiste pas à la pluie. Il va falloir qu'elle trouve une cavité, un abri, pour ne pas subir la pluie. Et donc, en ville, il y a tout ce qu'il faut. En ville, on voit tous des pigeons et plein d'oiseaux qui peuvent nicher. Il y a toujours des petits trous, un aglo creux, un dessous de toiture, qu'importe.
Elles trouveront toujours un endroit pour faire un petit nid. Même les nichoirs à oiseaux qu'on met sont très attractifs pour les fondatrices de frelons asiatiques. On en trouve assez souvent dans les nichoirs à oiseaux en bois, un nid de frelons dedans. Donc elle trouve une cavité, elle fait son nid, la fondatrice, mais elle n'a pas choisi n'importe où. Elle a choisi l'abri, certes, mais elle a choisi aussi dans le voisinage avec des jardins, avec des fleurs, pour trouver sa nourriture. Et ça, c'est ça qui est un peu ennuyant en ville, parce que des nids peuvent être à 100, 200 mètres les uns des autres, il y en a un peu partout. Elles s'installent un peu partout, tandis que dans un petit village de 10, 15 maisons, elles vont là, elles vont s'installer, c'est sûr, vous pourrez attraper 20, 30, 40, 50, mais elles sont très proches de votre endroit où vous allez piéger, parce que ce n'est pas un endroit immense, un petit village. Et donc, vous avez toutes les chances de capter tous les fondatrices de votre village. Par contre, en ville, c'est très dur. En ville, c'est très dur parce qu'une fondatrice va se déplacer sur 200, 300 mètres et elle trouvera ce qu'elle voudra. Elle n'aura pas beaucoup de chemin à faire. Elle va trouver toujours dans un jardin, soit des plants de framboises en fleurs, soit un prunier à un moment donné. Enfin bref, il y aura toujours des fleurs pour elle pour trouver du nectar. Et ceci dit, au passage, quand elle aura pondu, elle a besoin de nectar pour elle, mais elle va avoir très rapidement des naissances et elle aura besoin de nourrir sa progéniture qui demande à manger. Et là, elle a besoin de protéines. Et pour capter ces protéines, donc en ville, elle va les trouver très facilement. En faisant la tournée des fleurs sur lesquelles elle va butiner, elle va toujours trouver quelques autres insectes pollinisateurs sur les fleurs qu'elle captera avant de partir, avant de rentrer au nid. Au départ, moi j'ai observé, elle fait le plein de nourriture pour elle. Elle consomme, j'ai vu ça beaucoup sur les cotonéastères. Les reines de frelons consomment du nectar, vont chercher du nectar. Et puis à un moment donné, on la voit, elle se jette sur un insecte, ça peut être une abeille ou autre chose. Elle se jette dessus, elle monte dans un arbuste à côté, elle décortique et elle part. Mais c'est quand elle a, après qu'elle a fait le plein pour elle, c'est pour rentrer au nid, elle ramène des provisions pour ses petits. Donc sur les fleurs, en ville, elle trouve tout. De l'aliment pour elle, du nectar, des glucides, quoi, et des protéines au passage avant de partir, elle fait le plein et c'est bon. Et là, au départ, en début de saison, c'est vrai, beaucoup me disent en début de saison, ah, je piège pas parce que j'en vois pas. J'en vois pas. C'est vrai que c'est très très discret, la fondatrice au printemps, sauf pour un apiculteur qui peut de temps en temps voir une rentrée dans sa ruche, mais elles sont très discrètes. Elles ne sont pas des milliers, donc c'est très discret. Pour autant, il faut piéger. Parce que quand on les voit après à l'attaquer l'été, c'est trop tard. On est trop tard et c'est fini. Donc en ville, on ne les remarque pas beaucoup parce elles trouvent sur les fleurs tout ce qu'il faut et les apiculteurs sont relativement tranquilles. Et tous les ans, j'entends la même chanson au mois de mars. J'en ai pas encore vu, au mois d'avril, j'en vois pas. Il n'y en a pas cette année. Il a fait froid, il a fait chaud. Tous les prétextes sont bons. Puis on piège pas. Et puis l'été, bah, c'est la panique. C'est la panique parce qu'ils sont là. Et oui, ils étaient là, mais on ne les avait pas vus avant. Donc moi, je vous conseille fortement, n'attendez pas l'attaque de l'été, parce que là, après, c'est très difficile pour s'en défaire ou pour s'en protéger. Vous piégez au printemps. Si vous n'en attrapez pas, bah, c'est qu'il n'y en a pas, donc c'est très bien, mais ça m'étonnerait fort. Il faut mettre là aussi, je dirais, pour en attraper, il faut mettre des bons appâts, des appâts frais, dans les lieux qui vont bien, arbres à fleurs ou entre des ruches. Alors, je ne sais pas si je continue, Étienne, parce que je Non, peux non, parler non, depuis c'est 2 heures. il y a parmi nous, il y a Louis Autier qui est là du CRA, qui justement, au niveau du piégeage de printemps, n'est peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Moi, j'aimerais bien voir un peu s'il veut bien, s'il n'a pas Oui, disparu. oui, 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 mais bien sûr. Bonsoir à tous. Oui, la question du piégeage, on a déjà fait couler pas mal d'encre et c'est clair que les pièges, d'après nos études, ces pièges à noyade ne sont pas sélectifs et c'est le gros problème en fait en début de saison avec le risque de piégeage de fondatrices de bourdons. Et il faut savoir qu'un piège comme ça à noyade, nous on pouvait capturer donc sur cette semaine plus de 30 000 insectes. Donc voilà, c'est à voir par rapport au nombre de frelons qu'on capture. Alors je sais qu'en Bretagne, la densité de frelons est assez importante. J'ai des chiffres, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça pouvait aller jusqu'à 18 nids au kilomètre carré. Ce n'est pas encore le cas en Belgique. Et je me posais la question de savoir au niveau donc, de la neutralisation, parce que bon, il y a le piégeage de printemps, mais qu'est-ce qui est fait au niveau de la gestion? Est-ce qu'il y a vraiment une gestion coordonnée dans la Ah, si neutralisation tu des nids? permets, Louis, je pensais, c'est là plus tard.
Ah ben on développera ça Tout ce plus qui est tard. gestion, etc. Donc l'idée, c'est le piégeage, la protection des ruches et alors Oui, toute oui. l'organisation. Ça va? Ok, mais alors donc au niveau du piégeage, il y a vraiment cette question, ben voilà, il y a l'attractif, alors et il y a le piège. Et pour moi, ben, là pour l'instant, on a des pièges qui sont sélectifs, ce sont les live traps, comme le red trap ou le Belgian trap. Ce qui nous manque, c'est un attractif en fait. Et une fois qu'on aura cet attractif, moi je suis d'accord de piéger des fondatrices au printemps, mais il faut des pièges sélectifs. Donc, pour moi, il y a encore de la recherche là-dessus, donc au niveau d'avoir un attractif. J'aimerais intervenir aussi par rapport à ces fameux pièges sélectifs qui est le Belgian Trap et le Red Trap. Oui, On voit en fait de la grille à renne sur les côtés de ces pièges. La grille à renne en fait est calibrée à 4,2 mm. Je ne suis pas certain qu'une fondatrice de n'importe quel vespidé puisse passer au travers. Il faudrait pour moi au minimum de la grille à mâle qui serait calibrée à 5,2 mm. Ça ferait déjà quand même 1 mm de plus pour permettre à ces fondatrices-là de pouvoir sortir. oui. Et quid aussi, je vais dire, de tous les bombus qu'on pourrait capturer dans ces pièges. Mais donc, Voilà. le but d'un live trap, en fait, c'est une fois qu'un insecte non ciblé est pris dedans et qu'il n'y a pas de frelon asiatique, on le libère et il n'est pas tué par le piège. Ces pièges-là ne vont pas attraper tout le temps du frelon asiatique, hein, donc c'est ça aussi. Il faut aller voir ces pièges. On ne tape pas un piège sans y regarder. Mais il y a sans doute encore de la recherche à faire pour améliorer en fait ces pièges. Mais pour moi, la technique d'un live trap est pour moi sans doute la technique la plus adaptée pour faire un piégeage donc, des fondatrices au printemps. Gilles, qu'est-ce que tu penses de Oui. ces pièges Alors, moi, j'ai testé déjà, moi et d'autres collègues, on a déjà testé plusieurs pièges, les pièges avec un cône qui rentre, enfin, avec la grille à renne et tout ça. Ça marche, mais c'est pas ceux qui attrapent le plus. Moi, j'ai vu faire des essais, mettre plusieurs pièges en même temps, dans le même secteur, dans le même arbre. Désolé, mais dans un piège bien sélectif, c'est vrai, bien sélectif, que je reconnais qui est très protecteur de l'environnement, il ne faut pas le nier, vous allez attraper peut-être 10 frelons, tandis que dans l'autre, vous en attrapez peut-être 30 ou 40, quoi. Donc la différence, c'est qu'il y en a un qui prend beaucoup plus, le moins sélectif prend beaucoup plus que celui qui est sélectif. Celui qui est sélectif, malheureusement, il ne laisse pas tout. Enfin, le sélectif, il fait peur au frelon. Le frelon rentre beaucoup moins dedans, je ne sais pas pourquoi. Et c'est là le problème. Vous n'avez qu'à laisser 10 nids de frelons dans votre entourage. Même si vous en avez piégé avant, ça ne sert strictement à rien. Vos 10 nids de frelons vous massacreront vos ruches pareil. C'est là le problème des pièges sélectifs. Pour l'heure, ils ne capturent pas assez de frelons. Et donc, il en reste suffisamment pour, excusez-moi, mais vous pourrir la vie après. C'est là que c'est ennuyeux, quelque part. C'est pour ça que je dis bien, le piégeage, il faut le faire sur un temps relativement court, avec de la chaleur, en étant responsable. Il ne faut pas aller le mettre dans une haie de sapin ou quoi que ce soit. Il faut vraiment le mettre dans un lieu où le frelon aura tendance par lui-même à aller. Et là, on en attrapera beaucoup. Et c'est là, on a fait une expérience, nous, quand même, avec, alors c'était, vous allez me dire, c'était en fin d'été, quand il y avait beaucoup de frelons. La ville à côté de chez moi, là, sur l'Orient, où ils ne veulent pas piéger, ils en ont toujours des grands chiffres, des grandes quantités. Et on a fait l'expérience en fin d'été, septembre, en mettant un appât pour attirer les frelons. Disons que c'était en libre service. Donc les frelons venaient manger. Et puis à un moment donné, l'appât, on l'a remplacé par un appât, mais pesé, je dirais. On mettait du poisson, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, on a mis un steak de viande rouge hachée, 500 grammes de viande rouge hachée. On l'a mis très tôt le matin, couvert par une protection avec un gros grillage pour pas que des corvidés ou des pies viennent le manger, et laisser faire. Les frelons donc étaient bien habitués à venir s'alimenter dans ce secteur-là depuis plusieurs jours. Il y avait plusieurs nids, sûrement dans le voisinage. Et à notre grande surprise, les 500 grammes sont partis dans la journée. Les frelons, pour le soir, avaient tout mangé, 500 grammes de viande rouge. Bon, vous allez me dire, c'est quoi 500 grammes? Parce que le frelon ne fait pas de stock, il ne va pas stocker des protéines. Il donne assez large. 500 grammes de viande rouge, je dis en équivalent abeille, ça équivaut à 24 000 abeilles.
c'est quand même énorme. Quand vous remarquez dans une journée, il est capable, des frelons qu'on a laissés plus ou moins s'installer dans un secteur, sont capables de vous consommer dans une journée jusqu'à 24 000 équivalents abeilles. Je dis bien 24 000 équivalents abeilles parce qu'on sait qu'ils ne mangent pas que des abeilles. Mais pourquoi 24 000 abeilles? Parce que si vous prenez la masse du thorax des abeilles, pour faire 500 grammes, il vous en faut 24 000. Donc, vous voyez quand même, quand on a laissé un peu trop les frelons s'installer, par jour, ils vont vous consommer l'équivalent de 24 000 abeilles. Alors, on va dire, en gros, ils vont peut-être manger 10 000 abeilles et 14 000 autres insectes. Insectes qui sont aussi utiles, sûrement. Et donc, vous voyez, si vous additionnez ça de jour en jour, ils vont vous faire d'énormes dégâts. Alors que si vous piégez au printemps, moi, j'ai jamais des quantités, j'attrape jamais de bourdons. Je ne comprends pas quand j'entends parler de bourdons. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je n'ai pas de bourdons. J'ai beaucoup de mouches. J'ai souvent des mouches. Souvent, il y a plein de petits moucherons qui rentrent, ou des mouches bleues ou des mouches vertes. Bon, je ne pense pas que ce soit des espèces en voie d'extinction. C'est assez facile si on veut ramener des mouches, ce n'est pas bien dur à les faire se développer, hein. Bon, il y a d'autres petits insectes, c'est vrai, certes, mais il n'y en a pas tant que ça si on piège intelligemment et sur une période courte. Et je dis courte pour ne pas attraper ou attraper le moins possible de frelons européens. Parce que le frelon européen, par chez moi, il arrive en fin, quand les captures de frelons asiatiques commencent à diminuer sérieusement, qu'on n'en a plus que un ou deux par jour, un jour 100, un jour 1. Bon, il faut arrêter. On est arrivé au bout de la capture des frelons asiatiques, et là, le crabeau commence à monter en puissance. L'européen commence à arriver. Mais il faut savoir que si on ne piège pas les fondatrices d'asiatiques, qu'on laisse tout ça plus ou moins s'installer, le frelon européen, il arrive pire que le frelon asiatique. Parce que le frelon asiatique, lui, se met en stationnaire devant la ruche, il attrape pas, il rate. Le frelon européen, je peux vous dire, j'ai vu chez moi, et beaucoup d'apiculteurs sont un peu remontés même contre le frelon européen aujourd'hui. Quand on a laissé faire les choses, le frelon européen étant beaucoup plus lourd dans son vol, il comprend très vite qu'à la poursuite, il n'aura pas les abeilles, ou si peu qu'il va se fatiguer pour pas grand-chose. Et il arrive, lui, très vite, qu'il se pose directement sur la planche, et là, il attrape une abeille et il repart. C'est le libre, il se sert, quoi, voilà. Et il arrive beaucoup plus embêtant pour les abeilles dès lors que l'asiatique a mis trop de pression dans le secteur et qu'il n'y a plus assez d'insectes. Moi, j'ai vécu ça dans les années 2014-2015, où on était vraiment envahi et que je ne me piégeais pas comme je le fais aujourd'hui. J'avais un rucher qui était assailli par les deux types de frelons, asiatiques et européens. J'avais trouvé 2 nids d'Européens qui étaient dans les chênes à quelques centaines, à 100 mètres, 150 mètres ou 200 mètres de mes ruches, et l'asiatique ne l'avait pas trouvé. Et un beau jour, le nid d'asiatique a été trouvé, détruit. C'était un gros nid. Et à ma grande surprise, dans les jours qui ont suivi, les frelons européens se sont calmés, ont arrêté leur comportement d'attaquer mes abeilles. Ils ne venaient plus se servir. Moi, j'étais surpris quand j'ai vu que les Européens, je savais que l'asiatique avait été détruit, et je ne voyais plus d'Européens. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a été les détruire dans les chaînes. Je suis allé voir. Ils étaient toujours actifs, mais ils étaient repartis, je dirais, à faire leurs courses comme ils faisaient avant, et ils avaient délaissé mes ruches. Par contre, quand il y a trop de pression d'Asiatiques, parce que l'Asiatique, il mange tout, hein. Il va dans la végétation, il cherche les araignées, il cherche tout ce qui bouge, il attrape tout. Et il mange, je dirais, ce que l'Européen avait. Et donc, quand l'Européen ne trouve plus de quoi s'alimenter, alors là, il vous massacre les ruches aussi. Et ça devient un gros problème. Et donc, certaines personnes disent, tant pis pour l'Européen. Non, je ne suis pas pour le piéger. Donc, le fait que l'Européen puisse attaquer les ruches, ça veut dire des ruches qui sont déjà fortement affaiblies, en fait. Ah, pas du tout. Pas du tout, je peux vous assurer. Pas du tout. Ah non, quand il ne trouve plus à manger l'Européen, il converge vers les ruches et il ne fait pas de cadeaux. Ouais. Voilà, ça c'est vos observations. En tout cas, vous les verrez malheureusement chez vous venir aussi. J'ai l'impression que la densité de nids de frelons dans votre région est vraiment très très élevée et on n'y est pas encore en Belgique actuellement. Non, alors, malheureusement, vous le verrez. Mais on a une politique de gestion, de neutralisation des nids actuellement et j'espère que ça va continuer. Donc, alors ça, je ne sais pas. On va peut-être aborder la question parce qu'Étienne, dans la gestion de ce frelon, je pense qu'il y a vraiment... Il y a la protection des ruchers aussi, tout ce qu'on peut faire, parce qu'il y a aussi tout ce qui est muselière et autres, et ça, il faut en parler. Et puis, il y a également... Tu as ton micro coupé, Étienne, on ne t'entend pas. Excuse-moi, Louis.
La première partie, c'était le piégeage, la deuxième, c'était la partie de protection, et la troisième, c'était la gestion. Mais donc, Justement, avec la en protection. résumé, pour le piégeage, on est bien conscient que le piégeage, ben voilà, ça peut être une solution, mais pour autant que ce piégeage est sélectif pour moi. Et donc voilà, actuellement, donc les pièges à noyade, moi, c'est quelque chose que je ne recommande pas. On peut utiliser des live traps, mais donc là, il faudrait trouver un attractif suffisamment puissant pour ces gînes, ces fondatrices, en fait, qui commencent en fait leur saison en sachant qu'elles ont des besoins différents en fait des ouvrières. Donc c'est ça qu'il faut aussi jouer là-dessus. Alors, est-ce qu'on parlera tout à l'heure du piégeage qu'on peut faire en plein été, Étienne? Pour moi, là, c'est toi qui vois. Hein. Oui. Ça inscrit Est-ce que le si on abandonne le piégeage pour passer sur autre chose, soit on parle du piégeage aussi l'été venu? Je parle du piégeage l'été, parce que c'est sans doute un truc auquel on n'est pas encore... parce que c'est vraiment la question, quand est-ce qu'il faut piéger, au printemps? Voilà. Alors, je n'ai rien dit, je crois que là, c'est très clair. C'est surtout la période, la température et oui. l'évolution des populations qui est essentielle. Ça ne sert à rien de démarrer trop tôt. Non, surtout pas. La test ici par rapport à lui, je crois qu'on n'a pas vraiment pris en compte. On a commencé à piéger plus tôt aussi, hein, me semble-t-il. Et on a commencé vraiment tout au début et donc le frelon arrive en fait avec l'augmentation des températures, il n'y a rien à faire, il y a les autres insectes qui se réveillent également et donc oui, il y a peut-être un petit décalage entre le frelon asiatique et le frelon européen, mais c'était minime. Voilà. Mais il ne faut pas démarrer trop tôt, hein, parce que trop tôt, vous allez faire des dégâts et vous n'allez quasiment rien attraper. Et vous allez faire comme dans mon département, beaucoup l'ont fait et dans d'autres coins de France. En commençant très tôt, c'est un peu la course à qui attrapera le premier frelon. Ça sert strictement à rien. Et ces personnes-là, souvent, au bout d'un mois, un mois et demi, disent j'en ai attrapé que quelques-uns, il n'y en a pas cette année. Ils arrêtent ou ils laissent le piège et ils l'oublient, ce qui devient un mouroir à tout ce qui passe par là. Et pour autant, ils en ont plein après, quoi. Donc, il faut vraiment sélectionner bien la date par rapport à la température, le début de développement, le début de nidification, et vous pouvez faire le ménage. Moi, je vois aujourd'hui, depuis 3-4 ans, je suis quasiment tranquille. Moi, je vais vous dire, le frelon ne me pose plus de problème, hein. Je piège sur une période de 5-6 semaines et je suis tranquille. J'en vois arriver courant octobre, mais il ne me porte plus préjudice. Il ne m'empêche pas de faire mes élevages de rennes l'été venu. Alors que dans certains secteurs, les gens se font massacrer littéralement avec. Et on a beaucoup de pertes de ruches encore, quoi, à cause de ça. Et sur une période bien définie. Ces 5 à 6 semaines, ça correspond à quelle période en Bretagne? Alors, en Bretagne, ce n'est pas partout pareil, ça dépend de la température et du moment de nidification. C'est un peu comme chez vous, quand vous posez des hausses, vous ne mettez pas tous les hausses, je pense, au même moment, à la même date sur vos ruches, quoi. Donc, le frelon, il a un développement. Par chez moi, c'est aux alentours du 1er avril. Et comme je dis, comme entre le moment où elle commence à pondre, il y aura naissance un mois après. Donc, 15 jours après la naissance, c'est plus la peine, quoi. Elle ne sortira plus du nid. Donc, c'est fini. Il faut définir la période où la reine de frelon va commencer à s'installer, attendre le coup de chaud qui arrive dans la foulée à ce moment-là. Le coup de chaud arrive et on met les pièges à ce moment-là. Et quand vous avez commencé à piéger, il fait chaud, c'est bien, ça dure 10 jours. Du mauvais temps arrive, perturbation, dépression. Vous êtes quasiment assuré de ne plus rien attraper. Par contre, là, vous attrapez d'autres insectes, malheureusement. Donc, je dis à ce moment-là, il serait même presque bon de tirer le piège parce que votre breuvage va se dégrader. Par contre, quand la chaleur revient, peut-être 5-6 jours après, il faut remettre le piège en état, le nettoyer, le remettre du breuvage frais. Et là, vous allez rattraper de retour. Mais vous verrez bien, les prises, suivant la température, augmentent ou baissent. Dès que la température grimpe très fort, vous attrapez beaucoup de frelons asiatiques sur cette période où les rennes circulent. Après, c'est fini. Je crois que la température joue aussi sur la distance. Énorme. Oui. Oui. Donc, toi, tu parles de 15 degrés. En dessous de 15 degrés, on perd son temps, c'est ça? On perd son temps quasiment. Moi, j'ai laissé les frelons s'installer chez moi pour voir comment ils vivaient, hein. Donc, j'avais 3 nids à mettre l'un de l'autre, 3 nids primaires. Et quand il faisait un temps relativement frais, la reine sortait, mais peu dans la journée, et sortait très brièvement, très brièvement. Par contre, quand la chaleur arrivait à 18, 20, 22 degrés, elle sortait très souvent et l'absence était longue en temps. Donc, je pense qu'elle allait prospecter peut-être plus loin, je ne sais pas, mais l'absence était beaucoup plus longue en temps. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là de forte chaleur où je m'apercevais, moi, que les rennes s'absentaient plus longtemps. C'est dans ces moments-là qu'on attrape beaucoup plus dans les pièges aussi. Et je pense que c'est propice, ça doit avoir un rayon d'action qui s'agrandit à ce moment-là.
Et donc, on arrive à faire le vide autour de son rucher, autour d'où on est installé. Ok. Et depuis, moi, je suis tranquille. Bon, c'est quand même. Mais je pense que c'est pas seulement avec que le piégeage de printemps, hein. Il y a quand même une gestion des nids après. Oui, mais il va l'expliquer. Oui, mais non, mais il faut expliquer le tout, que le piège de printemps ne solutionne pas. Tu as raison, tout à fait. Je crois on va peut-être continuer, on reviendra avec des questions feedback. Je crois que ce sera plus facile, donc on ne va pas s'en sortir. Non, mais tu as tout à fait raison, Louis. Bon, mais donc on va peut-être passer, je sais pas, à l'aspect protection des ruches ou à la gestion, c'est comme tu... Alors, protection des ruches, moi je peux dire ce que j'ai pu tester. Je ne suis pas fan dans un premier temps, quand on a des attaques sur ces ruches, enfin des attaques, c'est du frelon stationnaire devant, je ne suis pas fan de mettre la grille anti-frelon, réducteur d'entrée. Pour moi, c'est une erreur monumentale. Je pense que si vous avez bien observé le frelon, il est en stationnaire devant, l'abeille qui arrive face à lui, essaye, je passe à gauche, je passe à droite, fan du corps, hop, réussi, perdu, bon voilà, allez, rentrer ou pas rentrer dans la ruche. Et le frelon, au bout d'un moment, il attrape très rapidement une abeille. Mais il a devant lui une distance assez importante. Si vous réduisez l'entrée, lui, il n'est pas bête, il va se positionner à peu près dans l'axe de l'entrée qui est réduite. De plus, si la largeur plutôt de l'entrée est réduite, c'est déjà plus facile pour lui. Et si la hauteur est diminuée, ça complique l'abeille. Ça complique pour l'abeille parce qu'elle va devoir réduire son vol pour rentrer. Elle va limiter sa vitesse. Et elle devient de plus en plus vulnérable pour le frelon. Donc, un réducteur d'entrée, je dis bien un réducteur d'entrée, les grilles vertes ou autres qu'il y a pour réduire l'entrée, facilite la tâche du frelon dès lors qu'il n'est qu'en chasse devant. C'est sûr, s'il veut s'introduire dans la ruche, il vaut mieux mettre le réducteur. Mais quand ils arrivent à vouloir s'introduire dans la ruche, c'est que la ruche est déjà bien mal en point. Et je comparais ça. Imaginons, vous êtes dans le monde du sport, vous avez un penalty qu'on va tirer. Il y a le goal qui est dans le but de foot. Bon, il se dit, je plonge à gauche, je plonge à droite, je fais quoi? Par où il va tirer? Bon, il n'a pas, perdu, gagné. Mais par contre, vous mettez toujours le même penalty et vous donnez au goal un but de hand, il a beaucoup plus de chances d'attraper le ballon, hein. Et pour le frelon, c'est la même chose. Dès lors que vous réduisez, il attrapera plus facilement. Donc, ne pas réduire trop tôt les ruches. Si on réduit trop tôt, on facilite la tâche du frelon. J'ai même fait l'expérience de tester une ruche. Je l'avais mis sur les petits plots qu'il y a sur les fonds de Nico. On ne va pas faire de pub, mais vous connaissez sûrement ces fonds de ruche aérés. Et j'avais rehaussé la ruche sur les petits plots pour voir. Donc, l'entrée grande devant était toujours grande ouverte et sur les côtés, il y avait un passage sur les 3 autres côtés. Et c'était un rucher où il y avait beaucoup de frelons à cette époque-là qui agressaient les ruches. Et bien, cette ruche-là avait beaucoup plus d'activité parce que les abeilles, elles avaient 360 degrés pour sortir. Et les frelons, ils en attrapaient beaucoup moins. Donc la ruche demeurait active, ce qui était fort intéressant. Parce que les ruches qu'on perd, ce n'est pas les ruches qui ont été pillées par les frelons, c'est les ruches qui se sont mal développées à cause du stress et à cause de la présence du frelon. Moi, j'ai pu remarquer chez un collègue, je me rappelle de ça, c'était au début, dans les années 2010, vers là. J'avais été chez lui dans le sud et il était assailli par les frelons. On était au mois de septembre et il avait une trentaine de ruchettes qui étaient scotchées, elles ne bougeaient plus. Il y avait plein de frelons, 5-6 devant chaque ruchette. En plus, une ruchette, donc l'entrée est moins grande. Et ça ne bougeait plus. Mais il me dit, mais c'est des très bonnes, c'est des sélectionnées, etc., des Formule 1. Et il me montre, il m'ouvre 2 ou 3 ruches pour voir ce qu'il y avait dedans. Et puis rapidement, je lui dis, mais tes ruches ne passeront pas l'hiver. Il me dit, comment ça? Il y avait encore beaucoup d'abeilles, il y avait des provisions, mais des provisions sous forme de miel. Mais il n'y avait pas de pollen. Très, très, très peu, pratiquement pas de pollen. Je lui dis, tes ruches ne passeront pas l'hiver. Et puis au mois de février, janvier-février, il me dit, on se retrouve à Paris, il me dit, tu as raison, mes 30 colonies sont toutes mortes. Et oui, parce que la reine ne pouvait plus pondre, il n'y avait plus de protéines qui rentraient, pas de développement d'abeilles d'hiver, et les 30 ruches n'ont pas été mangées par le frelon, mais sont mortes de cause indirecte, mauvais développement de la colonie, et les colonies se sont effondrées pendant l'hiver. Donc on a beaucoup plus de pertes par le frelon, par ce phénomène indirect. Le stress qu'il provoque, il bloque. Donc votre colonie, elle a besoin de quoi pour se développer à la fin de l'été? Elle a besoin de glucides. Bon, si jamais il y a un défaut, vous pouvez rajouter du sirop, mais elle a besoin d'eau, énormément d'eau, surtout quand il fait chaud, et elle a besoin de protéines par le pollen. Si elle n'a pas de stock de pollen suffisant, vous aurez un très mauvais développement de votre colonie. Et un gros problème, c'est l'eau aussi, quand même. Donc le stress provoqué par le frelon vous fait d'énormes dégâts sur la colonie de ce fait.
Et ça, c'est un des soucis que beaucoup ne remarquent pas. On calfeutre un peu la ruche, on dit c'est bon, je les maintiens à l'abri, ça ne l'empêchera pas de disparaître après. Alors, il y a les muselières. Les muselières ont l'avantage, quelque part quand même, qu'elles permettent une circulation un peu plus importante qu'une entrée normale. Parce que le frelon est un peu éloigné par la muselière. C'est une chose qui n'est pas si mal que ça. Mais bon, tous les apiculteurs ne mettront pas des muselières sur leurs ruches. C'est bon pour celui qui a quelques ruches, mais l'apiculteur qui a 200, 300, 500 ruches n'ira pas mettre des muselières dessus. Il ne faut pas rêver. Enfin, c'est pas très fréquent en Belgique, mais Non, ben, peut-être pas chez vous, mais chez nous, c'est le cas. oui, oui. Donc, c'est l'un des soucis de cette protection, je dirais, la muselière. C'est mieux. Il y a une meilleure activité sur la ruche, il faut le reconnaître. Et les systèmes électriques, etc. avec des... Alors, les systèmes électriques, excusez-moi, si ça vient chez vous, les harpes, là, alors par chez nous, alors, bon, moi, c'était en bord de mer, je suis en Bretagne Sud, donc au bord de mer, et malheureusement, les premières harpes qu'on a eues, c'était des fils étamés. Ils passaient une saison à peine et les fils étaient oxydés et ça cassait, ça marchait plus. Donc, vaut mieux, si vous en avez par chez vous, mettre des fils inox. Mais ça coûte relativement cher, faut fournir l'électricité quand même. Ça attrape du frelon, hein, c'est vrai, mais ça n'empêche pas les frelons de circuler quand même. Et les problèmes qu'on a rencontrés souvent, c'est que des animaux, la nuit, du type peut-être chien ou autres animaux, venaient se prendre dedans, passaient là, et vous cassaient les fils, les renversaient et cassaient les fils. Donc, c'est assez coûteux, assez onéreux, mais le problème, c'est que là, on est toujours en train de gérer la crise d'une forte attaque de frelons, quoi. Et vous avez beau en tuer, il en revient, il en revient, il en revient. Et c'est ça qui est pénible, le stress, il continue sur vos ruches, quoi. C'est ça la grosse difficulté. Alors, on peut limiter la pression sur les ruches l'été, quand vous avez des quantités impressionnantes de frelons, 4, 5, 5, 6 devant chaque ruche. On peut limiter la pression en installant, là, je dirais, de la nourriture à quelques distances, 50, 60 mètres, hein, de vos ruches. Vous mettez de la nourriture, soit des restants, des têtes de poisson, des restants de coquillages, soit de la confiture de prunes ou des choses comme ça, en libre service. Vous allez attirer rapidement tous les frelons du coin. Donc, pendant qu'ils seront là, ils ne seront pas sur vos ruches, là au moins. Mais bon, on n'est pas là pour les nourrir non plus, les engraisser, entre guillemets. Mais au moins, vous les fixez sur un endroit pendant plusieurs jours. C'est un peu comme si nos abeilles, elles avaient trouvé une source de nourriture, un champ de fleurs, quelque chose. Le message est passé, les ouvrières convergent vers cette source de nourriture. Et pour les frelons, c'est la même chose. Donc, vous avez mis en libre service, les ouvrières de frelons vont converger vers sa source de nourriture. Et là, au bout d'un temps, vous estimez 8 jours, quelques 8-10 jours, vous avez vraiment une accumulation, vraiment un va-et-vient de frelons sur cette source de nourriture. Donc, le message est bien passé dans les nids du voisinage. Ils vont là, c'est un libre service. Et là, à un moment donné, vous sifflez la fin de la partie et vous enlevez la nourriture, mais vous mettez un ou des pièges à la place. Mais là, vous avez intérêt de rester à proximité parce que dans l'heure qui suit, vous allez attraper des milliers de frelons. Là, vous allez faire un gros massacre de frelons, d'ouvrières de frelons. Très rapidement, vous en capturez énormément, énormément. Et là, au bout d'un ou deux jours, je dirais, de grosses captures de frelons, vous pouvez arrêter parce que vous avez attrapé, c'est comme si sur votre ruche, vous avez piégé tous les butineuses, quoi. Donc, au bout de 2 ou 3 jours, un jour ou deux, vous arrêtez parce que le message passera plus. Vous avez capturé celles qui allaient à la source de nourriture. Et là, vous remettez un appât, des nourritures en libre service. Ça va revenir, ça va remonter en puissance petit à petit. Et quelques jours après, vous remettez un piège ou des pièges à la place. Et là, vous allez faire une saignée régulière sur le ou les nids du voisinage où vous allez attraper les ouvrières. Et c'est comme sur une colonie d'abeilles. Si vous vous amusez tous les 8-10 jours à supprimer une grande partie des ouvrières, des butineuses, votre colonie elle aura quand même de gros soucis, quoi. Vous n'aurez pas détruit les nids, mais vous les aurez bien saignés quand même et vous soulagerez la pression. C'est un moyen, mais c'est toujours du piégeage, quoi. Pour en revenir au système de protection des ruches, on a vendu aussi enfin, des trucs en plastique, tu vois, ça avec des petites découpes dedans. Oui, oui. C'est vulnérable au vent. Ça ne se comporte pas très bien au vent, moi j'ai vu, par chez nous. Alors je suis peut-être en bord de mer, donc on a peut-être plus de vent que chez vous, mais c'est fragile au vent quand même. Ouais, mais oui. c'est efficace, hein, ça éloigne le frelon, il se tient à plus de distance.
Ah oui, non, c'est bien. Donc d'autres, tu n'as pas vraiment de recommandations, à part vraiment les muselières classiques. Les gens qui mettent des grillages vraiment tout à fait à l'entrée de leur rucher couvert, etc. Est-ce que ça... Ça marche aussi, hein. Donc ils transforment la ruche un peu en poulailler, quoi. Ils mettent les ruches, tout un grillage à 1,50 m devant, toute une grande cage. Ça marche aussi, hein. Ça protège les abeilles. Mais bon, c'est onéreux, quoi. C'est onéreux, quoi. Naturellement. C'est onéreux. Et puis bon, c'est une gêne aussi pour les abeilles. Bon, bah, elles s'y habituent, elles arrivent à passer à travers, hein. Elles s'y font, hein. Mhm. Ok. Je crois que je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire par rapport à ces... Je sais pas, au niveau des questions, Agnès, tu vois des choses? Je crois pas. Moi, j'aimerais bien enfin, voilà, soumettre aussi un peu l'idée que j'avais déjà soumis au comité miel. Comme dit monsieur, il a tout à fait raison. C'est vrai que, je veux dire que la pression du frelon asiatique est vraiment très forte sur les ruches. Ben, les abeilles ne sortent plus. Et bon, ben voilà, se retrouvent manque de nourriture, que ce soit en protéines, que ce soit en eau et que ce soit en nectar. Et les ruches s'affaiblissent au moment où elles sont en phase de faire des abeilles d'hiver. Donc c'est ça qui rend, je veux dire, catastrophique aussi l'hivernage et qui complique encore la chose, notamment vis-à-vis de la pression du varroa qu'il pourrait avoir, je veux dire, sur le restant de population. Donc l'idée, moi, que j'avais eue, c'était de, bon, évidemment, au printemps, que ce soit sur colza ou sur les aubépines, il y a toujours une quantité impressionnante de pollen qui rentre dans les colonies. Je me retrouve avec un blocage de ponte parce que c'est pas rare d'avoir 2 à 3 cadres de pollen sur mes 10 cadres. Et bon, ben, pour faire place à la reine, je suis bien obligé de les retirer. Il suffit juste, je veux dire, de les stocker dans un congélateur au frais pour éviter d'avoir une attaque de fausse teigne sur ces cadres et de restituer, je veux dire, ces cadres-là en fin de saison lors de la prédation ou en tout cas, quand les abeilles ne sortent plus, qu'elles sont trop stressées, de remettre en tout cas des protéines à ce moment-là pour que pour que la colonie puisse continuer, je veux dire, à se développer de façon normale et produire des abeilles d'hiver qui vont pouvoir aussi, avec ce pollen, se constituer encore gras. Alors, l'apport d'eau, ben, il peut se faire tout simplement par je veux dire, un sirop peut-être un peu dilué, déjà pour stimuler peut-être la ponte si éventuellement elle aurait été réduite. Donc, on aurait de toute façon les glucides pour les abeilles adultes et on aurait de toute façon l'eau et du pollen pour stimuler la reine à pondre et pour voilà, faire quand même engendrer une bonne population d'abeilles hivernantes, quoi. Ça, c'est un petit peu l'idée de pouvoir, en imaginant de vivre avec, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Ah oui. J'ai une petite réflexion sur l'apport de pollen, en fait. Donc, ce pollen qui serait collecté serait plus du pollen de printemps, mais en fait, normalement, il faut savoir que les pollens ont certaines constitutions qui diffèrent suivant l'origine et ça peut impacter en fait le développement notamment des corps gras ou la production de certaines substances comme la vitellogénine. Et donc, ça, c'est une étude américaine qui a été faite à l'USDA par Andy Hoffman qui montre que voilà, si on donne aux abeilles d'automne du pollen de printemps, il risque d'avoir des perturbations physiologiques. Et l'inverse aussi. Donc, je me méfierais comme ça de se dire, hop, on leur donne du pollen de printemps pour passer l'hiver. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est déjà mieux que rien, je pense, quoi. Il vaut mieux peut-être essayer de permettre aux abeilles quand même de continuer à voler, donc réduire ce stress, et donc notamment par la muselière, ou mettre le rucher sous grillage, en fait. Et ça, j'en ai vu ici dans le Tournaisis des apiculteurs qui avaient grillagé leur rucher et les abeilles continuaient à voler malgré la présence du frelon asiatique dans les environs. Donc, je pense que c'est un investissement pour un rucher fixe, ça vaut vraiment la peine, je pense. Je crois qu'il y a Virginie qui demande la parole, donc elle peut parler si elle veut, si elle ouvre son micro. Mais elle n'ouvre pas son micro, donc je ne sais pas ce qu'il faut. Je vais essayer de le... Virginie Dufour. Non? Bon, ben... Pas de chance. Voilà, donc au niveau de la protection, je ne sais pas, Agnès, tu as plus d'autres questions, d'autres remarques?
Ah oui, quel type de grillage, oui, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais Voilà. savoir un petit peu quel type de grillage vous proposez. Et enfin, voilà, c'est tout. Quand vous levez la main, je vous signale que je peux vous donner la parole. D'accord. Voilà. Gilles. Ah, Gilles, alors concernant le grillage, malheureusement, j'ai pas la réponse parce que moi, j'ai jamais utilisé de grillage. J'en ai vu, c'est vrai. C'est un grillage mais assez étroit, assez petit quand même, parce qu'il faut éviter que le frelon passe. Donc, je ne sais pas si c'est des mailles de 5, 6, 6, 7, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai quelque part ça dans mes notes, mais je n'ai pas ça sous la main. donc je ne vais pas. Moi, j'ai entendu 5-5. Ouais. Pas évident, quoi. Oui, mais à 5,5, je ne suis pas convaincu que l'abeille le passe en volant non plus. Si, parce que moi, je mets des protections pour Ah oui. les souris à 5,5. Ah, peut-être pas en volant, non. Oui, en pas. volant, Ah je veux oui, ça, dire je qu'il ne est à sais pas. 1,50 m de la ruche, imaginons une grande cage. À mon avis, elle doit se poser dessus pour repartir. Hein. Oui, il faut. Parce que les ailes Là, déployées, il elles passent pas. Hein. faudrait... Mais ça, on peut regarder éventuellement et redonner la réponse par la suite. Il y a Jean-Luc Strebel qui pose aussi une question. J'ai une question et en même temps un témoignage. C'est que nous, au rucher Col de Tournai, on a un rucher qui a été attaqué l'an dernier. On a mis de grillage à poules 5-5. Ça marche très, très bien. Les abeilles passent au travers sans s'arrêter et les frelons s'en écartent et vont trouver malheureusement autre chose à manger ailleurs, certainement, puisque après une dizaine de jours, il n'y a plus de frelons qui attaquent ce rucher-là. Donc ça, c'est un premier témoignage. Ma question était à Louis Autier, qui signifie qu'en Belgique, la neutralisation des nids marche très bien. Mais la crainte qui réside, c'est que si Michel et l'équipe du Crauet n'interviennent plus dans l'année qui vient ou les années suivantes, c'est que le coût de neutralisation va freiner celui-ci, puisque les particuliers qui auront un nid de frelons à leur domicile n'auront pas nécessairement envie de payer l'intervenant pour pouvoir le neutraliser pour le plaisir des apiculteurs environnants. Merci. Oui, donc au niveau de la neutralisation, on est conscient hein, que cette neutralisation doit être faite par des gens formés pour éviter de multiplier le problème, au mieux d'essayer de le réduire, et puis aussi au niveau des risques d'intervention. Et puis au niveau donc de ce coût d'intervention, ben voilà, on se demande quels sont les acteurs qui peuvent intervenir. Donc en Wallonie, il y a les pompiers, mais bon, si ça devient une densité trop importante, ce ne sera pas possible. Il y a les désinsectiseurs privés. Et donc là, toute la question, et c'est en discussion actuellement à la fois au cabinet Boursuit et au cabinet Tellier, on va envoyer de toute façon un courrier ici sur cette question de la neutralisation, parce que le CERA est en charge pour développer la méthode de neutralisation et pour participer à la formation, mais pas pour rentrer dans une activité de service de neutralisation. Là, ça dépasse le cadre de la recherche. Donc voilà, là, et de toute façon aussi Michel part à la pension. Donc au niveau opérationnel, on est limité et on doit avoir donc de l'aide parce que avec la croissance des nids, on était à 170 nids ici en 2020, on peut s'attendre à peut-être un doublement facilement si on suit cette tendance plus exponentielle. Donc voilà, la question va être débattue prochainement dans les deux cabinets politiques et j'espère qu'ils apporteront une réponse. Alors, je me permettrai de répondre sur le coût des nids. Là. Moi, je sais que par chez moi, on a eu au début, c'était ça, tout a été axé sur la destruction des nids. Et ça s'est avéré, je dirais, je vais te dire, un fiasco. Fiasco parce que les nids sont trouvés trop tard. Donc, il y avait des centaines de nids dans des endroits. Dans des grosses villes comme Brest, par exemple, grosses villes ne sont pas si énormes que ça, Brest et Rennes, pour ceux qui connaissent ces villes-là. On était arrivé à 1100 nids dans Brest et son agglo, et 1300 sur Rennes. Quand vous coûtez plus de 100 €, 150 € le nid, ça vous fait un budget colossal, multiplié par le nombre de nids. Donc, tout le monde a décroché très rapidement. Et de plus, les nids étaient détruits trop tard.
on les trouvait très souvent, malheureusement un trop grand nombre, à la chute des feuilles. Ils avaient déjà tout cannibalisé les ruches, cannibalisé les autres insectes du coin, et ils avaient lâché leur fondatrice. Donc, c'était un combat perdu où il fallait mettre des dizaines et des dizaines de milliers d'euros tous les ans pour recommencer l'année d'après la même chose et avoir autant de dégâts sur le terrain. On trouve les nids trop tard. Et donc, nous, notre campagne de piégeage qu'on a mis dans mon secteur, sur certaines communes, où on avait des 100, 200 nids, des communes relativement petites, en piégeant comme on a fait, le budget, je dirais, de destruction des nids est arrivé ridicule. On arrive à trouver des 8-10 nids seulement après, nids primaires, nids secondaires. Donc, on arrive à un budget très, très faible que les communes peuvent accepter. Parce que devant, on a empêché les frelons de s'installer en piégeant les fondatrices. Et donc, pour autant, on est obligé de recommencer tous les ans. Et tous les ans, dans ces communes-là, on attrape des 5, 6 000, 7 000 fondatrices. Pourquoi? Parce que les communes avoisinantes n'ont pas piégé, ou ont laissé faire, ou ont détruit des nids trop tard. Un certain nombre de nids ont été détruits beaucoup trop tard ou pas détruits. Et vous avez tous les ans des centaines et des centaines de fondatrices qui partent, qui veulent reconquérir des terres nouvelles, quoi. On s'en défait jamais, on s'en défait jamais. Et c'est là le problème. Il faut coupler, moi je dis, un bon piégeage très court, le plus court, le bien, mais prendre des gens responsables au printemps et l'été, essayer de les détruire. Mais l'été, on les trouve toujours trop tard. Et c'est là le gros problème. Le problème de densité des piégeages en ville, la densité doit être énorme. Ouais, mais c'est là que ce sera très difficile. Et puis, il faut vraiment prendre des gens responsables, des gens qui ont la main sous le piège et qui ne font pas n'importe quoi, et qui, à la limite, ne le sortent qu'au moment de grosse chaleur. Parce qu'une reine de frelon, quand tu mets un piège comme moi je le mets sur 5-6 semaines, c'est vrai qu'il faudrait mieux peut-être le mettre que 5, 6, 8 jours seulement. Parce qu'elle va sortir tous les jours, mais des jours où vraiment elle va sortir beaucoup. Et ça mériterait peut-être qu'on ne le sorte que le jour où il y a vraiment des conditions anticycloniques fortes, il y a une grosse température, et ce jour-là, on va l'attraper. Si on l'attrape ce jour-là, voilà, c'est ça, quoi. On ne vit qu'une fois, donc la reine de frelon, il faut l'attraper au bon moment, et le moment où elle sort le plus, c'est vraiment quand il fait chaud. Quand il fait chaud. Je crois que ce qui serait peut-être bien, c'est de pouvoir maintenant parler de comment retrouver un peu les nids, comment est-ce que vous faites, est-ce que vous les recherchez, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce que les nids les tout premiers nids sont plus faciles à détecter que les autres? Enfin, ce sont toutes des questions qui viennent. Oui. Alors, au début, quand la saison va arriver de l'arrivée du frelon, dès lors que vous constaterez devant vos ruches des frelons de petite taille, ce sont les premières ouvrières qui sont nées. Et elles sont vraiment un tiers plus petites que ce qu'on est habitué à voir au niveau des autres frelons. Donc, taille réduite. Et quand vous avez ce type de frelon, ça veut dire que vous avez un nid primaire qui est dans le coin où il y a eu des naissances. Ce nid primaire, il n'est pas loin en général, il est à 100, 200, 300, 400 mètres, il n'est pas loin. Donc, l'idéal n'est pas d'attraper ces ouvrières-là, parce que c'est un coup d'épée dans l'eau. La reine est partie en ponte, le nid va continuer à se développer. Ça ne sert à rien, ça sert à rien, on se fait plaisir, mais mieux vaut mettre de la nourriture accessible, regardez vers où partent ces ouvrières-là. Et comme je vous dis, ce n'est pas à 2 km, c'est tout proche. Donc, vous les suivez, vous vous dites, il y a un, parce que vous avez vu les frelons, vous dites, mince, il y en a un dans le secteur, mais vous avez sur 360 degrés à fouiller. Mais dès lors que vous leur mettez à manger, vous voyez vers où elles partent. Vous éliminez déjà beaucoup de choses, vous savez l'orientation. Mais mettre l'appât, la nourriture, dans un milieu découvert. Il ne faut pas avoir des arbres, parce qu'à travers les arbres, vous allez les perdre. Donc, vous les mettez sur un terrain découvert, les appâts, l'appât, la nourriture, et vous voyez vers où ils partent. Et généralement, le nid n'est pas loin. Si vous les perdez, je ne sais pas, moi, au bout de 100 mètres, vous voyez, je les perds arriver à tel endroit, vous déplacez votre source de nourriture et vous la mettez là. Vous savez que c'est vers là qu'est le nid. Et là, vous allez vous rapprocher, faire un bond vers le nid et vous devrez le trouver rapidement. Et c'est un nid primaire qui n'est pas haut et qui est facile à détruire. Ça, c'est intéressant à faire. Il ne faut pas s'acharner à essayer de mettre des pièges pour les piéger. À ce moment-là, il faut suivre. Vous pouvez faire la même chose à la belle saison. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait, par des appâts, y remplacer un piège pour les détruire. Mais vous pouvez aussi, à la belle saison, au mois d'août, mettre de la nourriture en libre service, regarder vers où ils vont. Et vous pouvez travailler par triangulation. Vous pouvez mettre plusieurs sources de nourriture et vous voyez vers où les frelons se dirigent. Et là, vous dites, bon, alors c'est vrai que si vous avez plusieurs nids, il y en a qui vont aller à droite, d'autres qui vont aller à gauche. Vous choisissez à un moment donné, vous allez sur une direction, vous fixez sur cela,
et vous voyez qu'ils vont vers là, et vous déplacez votre source de nourriture, et vous arriverez vers le nid, mais il peut être loin le ou les nids, quoi. Et vous arriverez à définir les arbres vers où ils sont situés. Par contre, il faut savoir que chez nous, cette année, en 2020, 54% des nids étaient à moins de 5 mètres de hauteur. Plusieurs milliers de nids à moins de 5 mètres de hauteur. On s'aperçoit que d'année en année, pourquoi on n'a pas l'explication, ils s'installent de plus en plus bas. C'est très courant dans les haies maintenant. Pourquoi? Ça, on n'a pas la réponse. Au tout début, c'était très haut, et les très hauts arrivent marginal maintenant. Ce qui n'est pas plus mal. Pour la destruction, ça coûte moins cher. Hein. Mais par contre, c'est plus dangereux pour l'homme parce que c'est souvent dans des haies. Et donc, dans une haie, on peut faire une mauvaise rencontre. Hein. En taillant la haie, là, ça peut faire très mal. Hein. Parce qu'ils attaquent beaucoup quand même. Quand on pouvait avoir un nid devant votre maison que vous découvrirez qu'au mois d'octobre et vous direz je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais remarqué. Le frelon sait être discret. Par contre, si vous créez des vibrations sur l'arbre sur lequel il est, ils attaquent dur. Hein. J'ai fait l'expérience sur un chêne et un sapin où le nid était au moins à 20 mètres de haut. J'ai pris un bout de bois et j'ai tapé plusieurs coups sur le tronc pour voir les vibrations, qu'est-ce que ça faisait. Pourtant, j'étais au pied de l'arbre. Hein. En quelques minutes, les frelons sortent du nid, couvrent le nid et quelques minutes après, ils vont dans tous les sens, ils sont fous, ils cherchent d'où ça provient et ils attaquent. Hein. Donc, le danger avec le frelon asiatique, c'est quand on a un nid proche et qu'on ne sait pas et qu'on crée des vibrations. Et là, il attaque, il devient furieux. Et c'est là qu'il y a le plus de personnes agressées avec. Quoi. Personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont pas été embêtées les frelons, mais indirectement, elles l'ont perturbé par les vibrations qu'elles ont pu faire. Donc une machine, une bétonnière, une machine, une tronçonneuse, des choses comme ça qui créent des vibrations. Même une tondeuse laissée qui tourne, qu'on laisserait le moteur tourner sous un arbre où il y a un nid de frelons dedans, va les énerver. Si on fait que passer, ça va. Mais si on reste en vibration, ils deviennent fous. Ce qui est peut-être bon de rappeler, c'est au niveau de la recherche des nids, le nid primaire, ce sera un nid donc, qui sera dans un endroit abrité. Ça peut être un abri de jardin. Qu'est-ce qu'on a déjà vu? Un abri pour la pompe d'une piscine, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on a encore eu? Oui, donc c'est un endroit protégé, donc c'est assez près du sol, c'est à hauteur d'homme, on va dire. Oui, en général, c'est à hauteur d'homme. Tandis que le et c'est facile à détruire. Et c'est facile à détruire, oui. C'est une petite balle, un petit ballon quand le nid primaire est à son maximum de développement. Oui. Eliane, je crois que tu avais une question à poser. Oui, je voulais demander, si je n'ai peut-être pas bien entendu, quel type d'appât, surtout au printemps. Alors, quel type d'appât? Il y a pratiquement autant d'appâts qu'il y a d'apiculteurs ou de piégeurs. Non. Alors, l'appât, souvent, il faut mettre de l'alcool. Donc, on peut mettre des bières, différents types de bières, du vin blanc, toutes ces choses-là. Du sirop de cassis, de grenadine pour faire l'élément sucré odorant aussi. Et c'est là, je dis bien, les alcools, il faut en mettre. Les alcools, ça fait fuir un certain nombre d'insectes. Et j'insiste toujours, je reviendrai sur le piège qui peut se dégrader. Si vous mettez votre piège trop tôt en saison, votre l'alcool c'est volatile, va s'évaporer. Et donc, l'effet alcool qui faisait répulsif pour certains insectes ne sera plus répulsif parce qu'il a disparu. Et c'est là que c'est dangereux. Le piégeage, je suis pour, mais il faut faire attention. Alors moi, j'utilise au printemps du nectar de banane. Du nectar de banane, ça fait des miracles sur les fondatrices. Mais là, c'est pareil, il ne faut pas le mettre n'importe quand ni n'importe où. Et ça marche bien. Inconvénient, avec la chaleur, il va faire une croûte. S'il fait très chaud, si vous arrivez à 22, 23 degrés, il va se dégrader plus vite. Ça nécessitera pour vous un passage au bout de peut-être 4 jours ou 5 jours pour remettre du breuvage plus frais, quoi. Mais c'est vrai que le nectar de banane, il est très, très attractif sur les fondatrices au printemps. Nous, on a eu ici un bananier qui a très fort fleuri au mois de juin-juillet et c'était rempli de frelons asiatiques qui venaient chercher le pollen. C'est du nectar qu'ils prennent dessus. Ils adorent ça. Ah ouais. Ils adorent ça. Ils adorent le bananier. Ils adorent le nez. Donc, si vous mettez du nectar de banane dans un piège, ça les attire énormément. Moi, pour vous dire, l'année passée, sur une dizaine de pièges que j'ai mis, j'ai attrapé à peu près 650 fondatrices au printemps. Sur une période, moi, j'ai commencé aux alentours du 8 avril
et j'ai terminé un mois après. J'ai terminé vers le 9 mai. En un mois, j'ai attrapé 650 fondatrices. L'année d'avant, j'avais attrapé beaucoup plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Sur la même période, un même laps de temps, j'avais attrapé 1080 fondatrices. Donc, quels sont vos types de pièges? Moi, c'est le piège à guêpe. C'est ce piège-là. C'est vrai qu'il classique. Oui, classique. Mais c'est vrai qu'il n'hésite pas à rentrer dedans. J'ai essayé d'autres pièges avec des orifices beaucoup plus réduits, mais mis côte à côte. Désolé, mais j'attrapais 3-4 fois plus dans le piège guêpe que dans l'autre. C'est là l'avantage, inconvénient. C'est pour ça que ce type de piège, il ne faut pas le mettre trop longtemps en service parce que vous allez attraper beaucoup d'autres choses. Alors, si vous l'avez à l'œil, vous pouvez quand même sauver beaucoup d'insectes. Moi, j'en sauve beaucoup. J'interviens dessus et avec une fourchette, je les ressors. J'ouvre le piège et je ressors. Je les libère. Bon, c'est vrai que malheureusement, il y a certains, quand même, j'arrive trop tard. Je ne vais pas dire que je sauve tout le monde. Ça veut dire c'est important des pièges, quoi. Bien contrôler la température, bien contrôler la densité, avoir un bon suivi au niveau de l'attractant, éviter que ça moisisse dans un coin parce que ça perd son attractivité. Enfin, donc ça demande vraiment une attention extrêmement soutenue, quoi. Est-ce qu'il est absolument près du rucher? Ça, c'est une question que je me suis posée. Alors moi, je le mets dans le rucher au printemps. Je le mets au rucher au printemps, un seul piège par rucher. Entre deux ruches, un seul piège. Et l'entrée est à peu près à la hauteur de la planche d'envol des ruches. Un seul piège me suffit. Ce qui est peut-être intéressant, je veux dire, j'en ai vu qui ont fait ça. Ils ne rôdent plus en fait les appâts disponibles pour les piéger. Donc, ils mettent une espèce de maille de fond de ruche au-dessus des appâts. Donc, en fait, ils sont purement olfactifs, mais ils ne permettent plus, en tout cas, de tuer ou de noyer, je veux dire, d'autres insectes, en fait. Et il y a peut-être possibilité, alors, par la suite, je ne vais pas dire réfrigérant les insectes, mais peut-être presque, de les engourdir pour peut-être éventuellement trier et ressortir les insectes qui n'ont rien à faire là et qui sont utiles pour la biodiversité. Ça pourrait peut-être être une piste aussi à exploiter. Je suis d'accord, il y a sûrement moyen d'améliorer. Hein. Ouais, c'est toujours le même problème. Qui va investir le temps, l'énergie, Mais à première vue, la destruction des nids n'est pas c'est une piste, mais qui doit rester limitée. Sans quoi elle vraiment, et il faut vraiment. Il y a peut-être des techniques de dépistage. Je sais pas, tout ce qui est parce qu'on parle des drones, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors, on a fait il y a eu des expériences avec les drones, avec, je dirais, ils recherchent la source de chaleur. C'est pas évident. Parce que moi, les essais que j'ai pu voir faire, on savait déjà qu'il y avait un nid de frelons dans un arbre. Sur une avenue, des gros platanes, il y avait un nid dedans. Bon, c'était simple. On fait passer le drone, mais le drone, à première vue, ne repère pas le nid. La carapace du dessus du nid est tellement, je dirais, épaisse, c'est tellement bien isolé qu'il n'y a pas beaucoup de fuite, entre guillemets. Donc, alors, on repasse plus bas, on insiste pour finir par le trouver, mais parce qu'on savait qu'il était là. Et c'est pas évident à les trouver comme ça. Et c'est une piste, mais limitée. Il faudrait peut-être des moyens plus performants, mais c'est pas toujours facile. Moi, j'ai discuté avec des militaires et des militaires me disaient qu'avec des jumelles à infrarouge, là, ou un truc à recherche thermique, là, à mon avis, ils les trouveraient facilement en passant sous l'arbre par-dessous. Faut savoir que le nid, il n'a pas d'épaisseur à la base. Il y a juste qu'une seule peau. Et je pense que, mais je ne l'ai pas fait tester, les militaires devaient le faire, mais ils m'ont pas donné les résultats, parce que je suis intervenu sur une base militaire où il y en avait, avec des jumelles donc appropriées. En marchant sous les arbres, on doit pouvoir les localiser en regardant vers le haut, quoi. On a beaucoup moins, et si on le fait au mois d'août, les corvidés ont fini de nicher, tous ces oiseaux-là ont fini de nicher, et on devrait pouvoir en localiser, et là, ça pourrait être une piste intéressante, parce que vous prenez des avenues, parce que comme je vous dis, les citadins, hein, avant tout. Donc, vous prenez une avenue, vous examinez une avenue un soir ou deux, vous comptabilisez si vous en avez trouvé un ou deux, vous faites plusieurs avenues, et après, vous pouvez faire une opération de destruction 8 jours ou 10 jours après, où vous avez à intervenir une même personne payée pour détruire 10 nids d'un coup, quoi. C'est moins onéreux que pour se déplacer nid par nid.
Ça peut être une piste aussi à creuser. Je crois qu'il faut prendre tout, tout ce qui est bon à prendre, hein, comme on dit, au stade où on en est. Et oui, parce qu'il a un pouvoir de reproduction phénoménal, c'est hallucinant, quoi. Pour l'expérience qu'on a des drones, c'est ça, hein, c'est très difficile en fait de repérer un nid avec un drone. Oui. Et même pour la neutralisation, du moins pour Oui. s'approcher d'un nid avec un drone, c'est vraiment compliqué. Et les quelques fois où il y a eu un drone, il s'est fait attaquer. La dernière fois, il s'est fait attaquer. Ah oui. Oui, il faisait des vibrations et ses Ouais, hélices. oui. Mhm. Oui, le frelon est très sensible aux vibrations. Moi, je vais vous dire, j'ai une méthode pour les détruire qui est à l'escalier. Alors, elle n'est pas polluante, hein. Pas du tout. Je ne fais pas de dégâts. C'est à l'aspirateur. Je grimpe et je vais les aspirer. C'est long, mais ça marche très bien. C'est d'une efficacité redoutable aussi. Vous aspirez tous les frelons. Alors, c'est une approche très lente. Quand vous mettez l'échelle, une fois que vous avez posé l'échelle sur la grosse branche à côté, bah, vous ne faites plus rien parce que dans les secondes qui suivent, ils sortent. Vous attendez un peu, une petite 2-3 minutes, ils se calment. Vous montez quelques échelons, ils ressortent parce qu'ils sentent les vibrations. Vous arrêtez et vous arrivez à proximité du nid au bout d'un moment. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous êtes tout proche du nid. Et moi, je fais au trou d'envol. Ils n'ont qu'un trou, un trou de 40 à peu près, qui est situé dans le tiers haut du nid. J'amène l'aspirateur à l'entrée du trou, un peu un biais, à peu près à 45 degrés légèrement. Et donc, les frelons qui veulent sortir se font aspirer tout de suite et ceux qui reviennent se font aspirer. Vous secouez un peu à un moment donné quand c'est calme, ils rentrent dans l'aspirateur. Alors, on pourrait même aller plus vite, parce que moi, je fais avec un aspirateur poussière-eau classique, hein. Mais avec dans les villes, enfin les jardiniers en ville ont des gros aspirateurs pour broyer les feuilles d'arbres. C'est une aspiration terrible. Là, à mon avis, on pourrait aspirer le nid d'un coup très rapidement. On absorbe le. Moi, je ne le fais pas parce que quand j'attrape les larves, ça fait toute une bouillie dans ma tuyauterie et ça sent mauvais après. Mais avec un gros aspirateur qui a une hélice qui broie tout, vous pourriez attraper très vite, capter tout le nid. Donc, ce n'est pas polluant, pas de pesticides, ce n'est pas nocif pour la santé. Et à ce moment-là, c'est vrai que si vous avez capté tout rapidement, j'ai fait des essais captés rapidement. L'inconvénient qu'on a, c'est que vous avez des ouvrières qui vous reviennent jusqu'à 2 heures après. Donc, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai capté un nid trop vite, hein, je prenais quand même une bonne heure. Donc, il en restait, mais il vous restait un bon groupe qui revenait après. Et elles ont, je dirais, l'habitude de faire comme nos abeilles, où elles vont se mettre en essaim. Vous allez avoir une grappe de frelons qui va se mettre. Et là, à mon avis, ce n'est pas dur du tout d'en capter 200, 300, 400 d'un coup, hein. Vous pouvez capter le gros de la troupe, défaire le nid, avoir capté le nid, la reine. Vous allez avoir de retour une formation avant de venir là. Et je pense même qu'il y aura une autre solution qui serait plus simple. J'ai vu laisser un morceau du nid, un morceau de la coque du nid. Systématiquement, ils viennent tous s'agglutiner dessus. Ils sentent l'odeur, je pense, de leur nid. Ils viennent là. Vous mettriez soit un bout du nid, ou soit même, je pense, tout simplement un bout de carton avec une ficelle que vous auriez passé à l'endroit où était le nid. Vous enduisez le carton de glu. Je suis quasiment convaincu que ça doit marcher. Parce que dès lors qu'un frelon se pose, les autres se posent. Et à ce moment-là, votre bout de carton avec de la glu, 2 ou 3 heures après ou le soir même, vous pouvez le descendre parce qu'à mon avis, vous avez scotché les frelons qui sont revenus dessus, hein. Ça peut être une version, je dirais, très respectueuse de l'environnement et vous avez, je dirais, attrapé les frelons. Parce que moi, je suis plutôt anti-pesticides. J'aime pas les produits dans les nids parce que derrière ça, vous allez détruire des oiseaux, vous allez détruire des hérissons qui mangent les frelons. Et moi, j'ai vu, par exemple, sur mes pièges à frelons, quand je tire les frelons des pièges, je les mets à côté, c'est une martre qui vient les manger. La martre vient manger les frelons. Et j'ai vu un nid dans un hangar en campagne qui avait été en partie, arrivé à l'automne, qui avait été en partie dévoré. Et je pense que c'était une martre qui l'avait fait. Donc, on a quelque part, peut-être dans la nature, des alliés qui demain viendront nous épauler là-dessus. Des oiseaux le font, commencent à le faire. Donc, c'est pour ça que je suis, moi, anti-pesticides sur les nids de frelons. Parce que demain, peut-être la nature trouvera son équilibre par ces oiseaux ou ces animaux-là. Donc, n'allons pas les empoisonner, parce qu'eux aussi recherchent des sources de protéines, que ce soit les oiseaux ou d'autres animaux. La nature est bien bousculée, hein. Le monde des insectes s'écroule, donc il faut être prudent.
Et peut-être demain, ils nous aideront. Hein. C'est bien. Ok, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de questions-réponses par rapport au frelon. Je ne sais pas, je suis un peu... Agnès, est-ce que tu as pu voir des choses? Au niveau de l'organisation générale de la lutte, est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Comment est-ce que vous vous êtes organisé chez vous? Alors, moi, en 2014, je m'étais fait massacrer comme beaucoup d'autres. Donc, on a mis un plan de lutte. J'avais demandé à un responsable, je dirais politique, un sénateur, s'il pouvait au niveau du département organiser une réunion avec les élus, les maires des communes, les pompiers, la sous-préfecture, etc. Parce que tout le monde était embêté avec le frelon. Les appels dans les mairies, il y en avait plein, les gens étaient catastrophés, ne savaient plus que faire. Certains des insectiseurs s'étaient mis sur le sujet, mais faisaient payer très très cher la destruction du nid. On a eu des nids à même détruits à plus de 1 000 €, donc ça marchait pas, quoi. C'était pas bon. Et donc, on a mis un plan de piégeage, comme je vous l'ai expliqué, avec une méthode, un calendrier de piégeage qu'on resserre le plus possible, mais que beaucoup n'adhèrent pas pour autant, ne veulent pas piéger parce que peur de faire des prises d'insectes non cibles, hein, et je comprends. Mais par contre, ils ont beaucoup de nids après. Et on a passé une entente, je dirais, avec des insectiseurs au niveau du en charge des nuisibles dans le département. Et donc, je dirais, il s'est tourné vers les insectiseurs et on a mis une espèce de charte de bonne conduite pour les insectiseurs. Donc, ils ont passé leur certibiocide, etc. Ils s'engagent à ne pas faire n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'un nid détruit trop rapidement, si le désinsectiseur va trop vite sur le nid, on a 20% de rechute. C'est-à-dire que les frelons, ils attaquent le désinsectiseur. Si lui, il y va comme un vaillant guerrier qui a peur de rien, il crée une grosse agitation, ce qui est dangereux pour le voisinage, déjà et d'une. Et la reine se sauve à ce moment-là. Et on a 20% de rechute. Donc, il y a certains frelons qu'on appellera les guerriers, ils vont attaquer les insectiseurs. Lui, il va bombarder de produits le nid, mais la reine et une partie de la troupe est déjà partie. Et dans les jours qui suivent, on a une construction d'un autre nid dans le voisinage. Donc, c'est pas bon. Donc, alors, on a fait une charte de bonne conduite. Ils doivent y aller plus doucement, etc., être respectueux et enlever le nid derrière après aussi, qu'ils ne font pas tous pour autant. Donc, on leur a demandé des tarifs aussi préférentiels. Donc, ils sont répertoriés suivant l'endroit où c'est l'un des insectiseurs de ce coin-là. On ne va pas les faire courir trop loin. Donc, on a une référence d'une trentaine de désinsectiseurs. Et pour les nids à moins de 5 mètres d'auteur, c'est 78 €, toutes taxes comprises. Voilà les tarifs pratiqués. Pour les nids inférieurs à 8 mètres, c'est 114 €. Donc, on est passé de 5 à 8 mètres, donc c'est 114 €. De 8 à 20 mètres, donc là on arrive déjà dans les hautes tailles, hein, c'est 147 €. Et pour les nids à plus de 20 mètres, c'est 208 €, toutes taxes comprises. Donc on a des barèmes, parce que comme je vous dis, on a eu des insectiseurs qui vous mettaient des prix, mais alors de la folie, quoi, de la folie. Donc aujourd'hui, ces insectiseurs travaillent au niveau du département. Ils sont appelés quand sur telle commune, on sait que tel désinsectiseur est plus près, c'est lui qui reçoit l'appel, qui est orienté. Et les tarifs sont abordables, je dirais, par rapport à ce qu'on a vu. On a aussi certaines communes qui ont pris tout à leur charge, d'autres en ont pris 50%. Après, c'est suivant ce que veut faire l'élu du coin, quoi. Parce que même en prenant tout à sa charge, il s'avère des fois, ça fait quand même des jolies sommes. Surtout si en amont, il n'y a pas eu de piégeage. Ça fait des budgets qui grimpent très vite. Parce que vous avez des centaines de nids, bon, ça tape dans les finances sérieusement, quoi. Et ça refroidit plus d'une commune il y a eu beaucoup de communes qui au début ont pris tout à leur charge. Et quand ils ont vu l'enveloppe budgétaire que ça prenait, l'année d'après, ils ont dit on ne fait plus. Donc, vaut mieux la mettre à 50%, ça passe plus facilement et ça dure plus dans le temps. Après, c'est chacun voit, si la commune est riche, pourquoi pas, hein. Ça fait quand même des fameux budgets. Mais... Ah oui, ça fait des budgets, hein. C'est vrai que si on limite quand même à des prix qui sont... Là, ça me semble tout à fait raisonnable. C'est beaucoup plus logique, quand même. Je vous signale que le questionnaire, entre guillemets, est lancé, donc n'oubliez pas de répondre au niveau des votes.
Ah oui, là j'ai un problème avec les panélistes à première vue n'ont pas droit au vote, mais je vais peut-être... Moi, j'y ai accès. Donc, Moi a priori, aussi, c'est bon. j'ai déjà voté. Ça va alors. Il faut cliquer sur sondage, il ne s'affiche pas forcément. Oui, mais non, mais c'est parce que quand on est... Moi, je n'ai pas accès. Parce que je suis... bon, je peux pas voter. Et à mon avis, comme ma collègue est co-animateur, elle ne peut pas voter non plus. Tant pis pour toi. Ah, on ne peut pas tout faire dans la vie. Hein. Il faut savoir faire des choses. Mais cette fois-ci, vous pouvez voter pour plusieurs personnes. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'étais vraiment très, très discret. Mais ça, c'est normal, c'est comme en Belgique. On peut voter pour plusieurs personnes à la fois. Oui, oui. Maintenant, est-ce que vous avez encore des... Moi, en tout cas, je crois qu'on a fait un fameux tour de la question avec Gilles, qui nous a éclairé, j'espère, en tout cas, vous a éclairé. Il a répondu à des questions. Il y a toute une série d'éléments qui restent naturellement à étudier, à voir, à améliorer. Ça va dépendre de la densité, ça va dépendre de beaucoup de choses. Moi, je retiens une chose, c'est que c'est un insecte de milieu urbain. Oui. Ça, c'est quand même un des éléments qui est quand même essentiel. Alors, c'est vrai que les gens qui sont en plein cœur de l'Ardenne, ils n'ont pas trop de raison de s'en faire. Ni les gens qui sont en plein cœur de l'ASB, ils risquent pas grand-chose. Par contre, toute la zone, entre guillemets, périurbaine, surtout urbaine et périurbaine, on est mal parti. Je crois que la proximité d'eau, naturellement, en Bretagne, l'eau est partout, donc c'est un peu difficile de voir. Ce qui me semble aussi essentiel, c'est que de toute façon, quoi qu'on fasse, le piégeage est quand même un élément essentiel, mais un piégeage hyper intelligent. Oui. Je crois que c'est surtout ça. Si le nid peut pouvoir accueillir disons, plus ou moins bien, il faut le laisser très peu de temps. En fait, compte un temps extrêmement limité, et surtout au moment où il y a des vols. Et ça ne sert à rien de piéger très longtemps à l'avance, etc. Et commencer à avoir le premier frelon, ça n'a aucun sens, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Non, c'est pas la course qui attrapera le premier. Hein. Ça, parce qu'ici, on est un peu dans ça, on se dit, on veut toujours, quelque part, être sûr qu'on n'en rate pas un, mais en fin de compte, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux, de loin, démarrer avec 15 jours de retard que de démarrer de 15 jours trop tôt. Quoi. Et je rajouterais, Étienne, que si on n'a pas vu de frelon, si on n'a pas eu de signalement de frelon autour de son rucher, ça ne sert à rien de piéger cette année, en fait. Et si tu as du piégeage de monitoring comme ça... c'est pas disons, le piégeage n'est pas bon pour le monitoring, mais c'est à partir du moment où on a vu, on sait que les frelons sont là, alors le piégeage devient intéressant. Oui, s'il y a eu des nids en fait autour du rucher. Ouais. Et un piégeage. Non, là je vais contrarier. Disons que même si on n'en a pas vu, si on sait qu'à 10 km, 5 km de là, il y en avait, il n'y a pas photo, il y en aura l'année suivante. Un nid de frelon qui n'a pas été détruit vous lâche 500-600 rennes. Donc, il y en a partout. Et je vous dis, à fond des bonds de 80 km pour trouver des nouveaux territoires. Vous n'en avez pas eu, mais moi, je vous dis, c'est ce qu'on a eu chez nous. Je vous dis, la première année, on en voit rarement. La deuxième année, on commence à voir. Et la troisième année, tout le monde paye cash. Il s'installe partout. Le problème, c'est qu'on le laisse s'installer. Et quand on en voit partout, c'est la panique. Mais là, trop tard, il y en a partout. Mais on en aura de toute façon, ça c'est clair. Le laisser s'installer, il arrivera. Oui. Et donc, il faut apprendre à vivre avec et savoir le gérer donc, avec les différentes méthodes. Et donc, c'est ça qu'il faut bien se mettre dans l'idée, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode qui permet donc de lutter contre ce frelon. Et c'est une combinaison de méthodes qui va permettre de réguler en fait la pression sur les ruches. C'est vraiment une combinaison de tout en fait. Oui. Donc une attention soutenue et à chaque période maintenant de l'année, il faut faire quelque chose. Il y a une action frelon qu'on veut faire. Il y a une action frelon. C'est une action vraiment très combinée, très intelligente, enfin qui demande beaucoup de réflexion et on n'est pas sorti de l'eau. Moi j'ai une question pour Louis. Je vois que tu as une certaine aversion pour l'utilisation des pièges et c'est tout à fait normal, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un espace de recherche là pour... Si, tout à fait. Je sais qu'en France, je sais qu'ils travaillaient sur une substance pour attirer,
est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre contact et Si, donc il y avait l'équipe de quelque Darmozet chose qui disait qu'il allait trouver la phéromone, et je n'ai toujours rien vu en fait sortir au niveau scientifique à ce sujet-là. Je ne suis pas contre le piégeage, mais je suis pour un piégeage sélectif. C'est surtout un piégeage à tout va qui me pose problème en fait. À partir du moment où on arrive à avoir un piégeage sélectif, il faut déjà piéger avec un live trap qui permet en fait de relâcher des espèces non ciblées. Moi, je trouve que c'est une méthode qui a son sens en fait. Parce que si on piège une fondatrice, c'est clair que c'est un nid en moins. Ça, il n'y a pas photo en début de saison. Enfin, en tout cas, si le CRA reste actif sur le frelon, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est de collaborer éventuellement avec les Français pour oui, ou avec d'autres équipes, parce qu'il n'y a pas que la France qui est confrontée au frelon, et donc ça peut venir d'Espagne, du Portugal, et même d'autres pays, en fait, même asiatiques, qui sont confrontés au frelon. Donc, ça arrivera, je pense, qu'à un moment donné, on aura un attractif. Alors, Espagne, ils piègent pas mal. En Espagne, ils piègent beaucoup au printemps et visiblement, ça leur permet de soulager la pression sur les ruches. Ils font ce que je vous ai dit, quoi. Voilà. Dans un certain secteur d'Espagne, pas tous. Oui. Prendre la parole? Oui. Donc, j'entends Louis dire qu'il faut éviter de piéger, mais on a des zones en Wallonie, je pense en Hainaut et dans le Tournésie en particulier, où l'infection est quand même très développée et où le piégeage au printemps devient nécessaire. Pourquoi ne pas imaginer travailler avec les sections apicoles et clairement bien spécifier, voilà, avec des messages pendant 5 jours, il fait chaud, une alerte, mettez vos pièges et puis retirez-les. On analyse et puis la semaine d'après, on recommence si nécessaire. Donc, ça deviendrait un piégeage très ciblé sur quelques jours où il semblerait qu'il soit le plus efficace et où on pourrait peut-être avoir une action qui est coordonnée. Je suis favorable à une approche comme ça, mais il faut vraiment jouer le jeu, en fait. Et donc, ne pas laisser traîner les pièges après, ce serait pire. Je crois que dans des sections comme un tournée, on est preneur, puisque l'année dernière, on a quand même eu pas mal d'attaques de ruchers. Et donc, on a généralisé les protections, mais ce n'est qu'une solution de moindre coût. L'idéal, c'est toute fondatrice piégée ne fera pas de nid. Ça, c'est un fait évident. Oui, mais là, je suis d'accord sur la remarque. Pour moi, je piège à peu près 1 mois. Mais je sais que c'est encore trop. Mais j'ai pas le temps j'ai plusieurs ruchers éloignés, j'ai pas le temps d'aller tous les 2-3 jours, quoi. Je peux pas faire. Mais c'est vrai que je pense que même sur 1 mois, comme il vient d'être dit, 8 jours suffirait. 1 jour, 1 semaine, attendre 3-4 jours, parce que la chaleur va remonter, entre-temps ça baisse. Et c'est vrai que les jours de temps maussade, c'est des jours où on n'aura pas, ou si peu, mais par contre, on aura autre chose. Donc, c'est ça, à un moment donné, il faudrait soit par les réseaux, on peut s'envoyer une information. Aujourd'hui, sortez le piège. Moi, souvent, pour rigoler, je dis, quand on va sortir le barbecue parce qu'il fait beau, c'est là qu'il faut sortir le piège, quoi. Ce qui serait aussi intéressant scientifiquement, Louis, c'est de connaître un petit peu l'impact, l'avantage ou le défaut du piégeage. C'est-à-dire que le désavantage, on voit qu'au printemps, on va capturer des insectes non désirés dedans, mais si on piège, comme Gilles le dit, quelques centaines de rennes, ça va aussi permettre en été d'avoir moins de prédation sur les insectes. Et donc, voilà, est-ce que ce n'est pas un bien pour un mal? Donc, scientifiquement, quelle est la réponse à ce genre de truc? La réponse, c'est que si on piège au printemps, on a un risque de piéger en fait des fondatrices de bourdons, notamment, et par rapport à l'été où les colonies sont en développement et où on piège des individus, voilà, qui ne vont de toute façon pas passer l'hiver. Moi, je reviens, j'entends sur le bourdon. Moi, je suis surpris d'entendre qu'on puisse attraper des bourdons. Moi, j'en ai capturé, même des bourdons qui étaient en liste rouge. Oui, non, oui. Donc, ça. C'est vrai que je ne sais pas, soit le piège n'était pas placé dans le bon endroit, parce que moi, je dis avant tout, il faut le placer dans un endroit comme entre 2 ruches, au printemps, pour les fondatrices de frelons, entre 2 ruches, et dans un arbre qui est vraiment attractif. Mais si on le met dans des… Moi, j'ai vu, c'est vrai, des pièges mis dans des endroits
où le frelon n'a pas vraiment de raison d'aller, je pense, eh ben, on fait beaucoup de dégâts. Et là, je pense qu'il y aurait moyen, moi je l'ai proposé en France, on n'a jamais réussi à le faire, c'était même de photographier, parce que maintenant tout le monde a un téléphone, peut faire des photos, hein. Ça serait de faire un concours, mais de voir sur les végétaux où est-ce qu'on voit le plus de frelons asiatiques. Et je pense qu'il y a vraiment des plantes très attractives pour lui. Et si on mettait une campagne de piégeage bien menée, eh ben on dirait, je ne mets pas dans tel arbre à fleurs, mais je mets plutôt dans celui-là. On aurait vraiment les lieux vers lesquels ils convergent parce il y a des plantes, des végétaux qu'ils aiment beaucoup plus que d'autres. Ça, c'est clair, j'ai remarqué ça. Mais bon, je ne suis pas botaniste, je vois des choses. Mais je pense qu'on pourrait travailler avec le public en lui demandant de prendre des photos. Et on aurait peut-être 500 photos sur tel type de plante, et puis 100 que sur une autre, et ainsi de suite. Et ça permettrait vraiment d'orienter peut-être vers où les cibles pour faire justement le moins de dégâts collatéraux et vraiment aller sur celui qu'on veut attraper, quoi. Et on peut mettre, je pense, les citoyens dans la boucle, faire. Moi, j'ai essayé ici, mais ça n'a pas marché. Mais bon, peut-être que vous arriveriez à le faire, et ça serait bien. Donc, ces observations pourraient aussi servir à définir la phénologie de ce frelon, voir Oui. quand il apparaît. Donc, là-dessus, moi, je peux regarder dans les bases de données ce qui existe déjà pour essayer de définir une fenêtre et aussi par rapport aux captures. Donc, ça, je pourrais essayer de préciser donc, les dates de sortie de frelon. Alors, si ça peut aider. J'ai remarqué qu'il aime beaucoup les plantes qu'il avait dans son pays d'origine, hein. Tout ce qui est les camélias, il aime bien, ça c'est clair, beaucoup de camélias, mais il aime à l'automne, par exemple, les aralias, c'est une plante de chez lui. Il aime le bananier, on en a parlé tout à l'heure. J'ai remarqué comment on appelle ça, il y a un autre plant aussi qui est du d'Asie aussi, et il aime bien ça aussi, quoi. On voit que des plantes de chez lui, elles sont vraiment attractives, quoi. Alors, est-ce que dans sa petite mémoire, il a gardé quelque chose de ses origines qui le fait tilter plus vers ça? Je ne sais pas. Là, c'est tout que la transmission et l'attractivité pour certaines espèces soit fixée au niveau génétique. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est marrant, ils vont vers des plantes, on a remarqué des plantes asiatiques. Question d'observation. Donc, je crois que ça fait plus d'une heure, 1h40 pratiquement de conférence. Donc, je crois qu'on va tout doucement se retirer. Oui, vous laisser aller dormir et profiter de votre week-end. Avant ça, je vais vous partager les résultats du sondage. Il y a 96 personnes qui ont voté. C'est un sondage très, très, très groupé. Enfin, hormis Didier qui, lui, sort avec un score éclatant, on est vraiment entre 48 et 31%. Donc, c'est quand même assez groupé. Donc, comme vous le savez, les gens en priorité passent pour leur province. Donc, Bruxelles, ce sera donc Anne et Claude Renier. Au niveau de Namur, c'est Nicolas Lepers qui est élu devant Mohamed. Au niveau de Liège, donc là, c'est Didier qui passe. Et au niveau du Hainaut, ben, les deux passent, hein, puisque là, il y en a deux, donc avec des scores qui sont un peu plus faible. Donc c'est un peu bizarre, mais surtout, je veux dire, moi j'insiste et j'aimerais bien, si c'est possible, que toutes les personnes qui sont candidats puissent continuer à assister aux réunions. Ce serait vraiment, c'est mon plus grand souhait, en tout cas. Et en tout cas, s'ils ne comptent plus venir, bien, je tiens à les remercier pour le travail qu'ils ont réalisé, pour certains, depuis pas mal de temps. Donc, un tout grand merci, en espérant les revoir. Voilà. Gilles, oui, Étienne, un tout grand merci aussi de nous avoir écoutés. Je crois qu'on reste en contact. Et de toute façon, voilà, si tu veux, quand tu veux. L'occasion de reprendre contact avec toi. On sera peut-être encore un peu plus baigné dedans. Je sais que du côté de Tournai, ils sont déjà bien ouais, malheureusement. Bien investis, mais je crois qu'ici, maintenant, il est dans la région de Liège. J'ai entendu aujourd'hui qu'il était dans certaines parties de l'Ardenne. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant. C'est pas que je veuille faire peur, mais il va falloir apprendre, je dirais, à vivre, apprendre à le maîtriser. Le réchauffement climatique fait qu'il dure plus longtemps en saison. Il y a, je vais dire, 10 ans de ça, il se calmait, arrivé mi-octobre, début octobre, et maintenant, il va beaucoup plus loin. Donc, il continue d'user les ruches plus longtemps. Et c'est le réchauffement climatique qui lui est favorable. Et le réchauffement climatique fait que dernièrement, j'ai eu une conférence
avec Apimed, là, les apiculteurs du pourtour méditerranéen. Et en Italie, ils ont un autre frelon qui remonte du sud, qui est Vespa orientalis, et il n'est pas mieux que le frelon asiatique, sinon pire. Hein. Donc en Italie, ils ont un qui vient du sud, qui est Vespa orientalis, et ils ont celui qui vient, que malheureusement la France a ramené en Italie, qui est Vespa velutina. Et j'ose espérer que le Vespa orientalis, il restera dans le bas, mais j'ai peur que lui aussi remonte trop haut à un moment donné. Et que nous, en France, ou tout au moins le pourtour méditerranéen, dans le Var, ils l'auront, à mon avis, tôt ou tard. Hein. J'espère qu'il n'ira pas jusqu'à chez vous, mais ce n'est pas un cadeau non plus à le voir. Hein. Chaque chose en son temps. Oui, on n'est pas pressé, mais des fois, il y a des ponts qui sont faits par un transport et ça arrive bien plus loin. Ok, bien, en tout cas, j'espère que vous avez pu avoir réponse à vos questions. Merci à tous les panélistes qui sont intervenus. Et je vous souhaite alors il y a un enregistrement qui sera sûrement disponible, enfin si Gilles n'y voit pas d'inconvénient. Pas du tout. Moi, ta carte blanche, je t'ai envoyé des documents, tu fais ce que tu veux avec. Ok, c'est de bon cœur. sympa en tout cas.